Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver comme vous le faites chaque matin sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi, nous sommes le 21 janvier 2020 et c'est ce jour que le ministre professeur Narcisse Mollet-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique qui est en visite à Douala ce jour sur les chantiers des infrastructures de la CAN 2021 et du CHAN 2020. Vous savez que le Cameroun est regardé, observé par le monde entier sur l'organisation de ces deux compétitions. Est-ce que le Cameroun va réussir l'organisation du CHAN 2020 et ensuite l'organisation de la CAN 2021? L'on se pose la question alors qu'on commence à créer la polémique sur nos stades au Cameroun. Est-ce que nos stades au Cameroun, comme l'a si bien dit tout récemment Constant Omari, vice-président de la Confédération africaine de football, que nos stades sont au standard de la Coupe du Monde, que nos pelouses sont au standard de la Coupe du Monde? Est-ce qu'on doit s'en tenir qu'à nos stades, qu'à nos pelouses? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'interroger sur les autres infrastructures, notamment l'accès dans nos stades, par exemple Japoma, ici à Douala? Comment on fait pour arriver à Japoma? Quelle route on emprunte pour arriver à Japoma? Lorsqu'on se pose la question, on n'est pas dans l'antipatriotisme primaire, comme semble vouloir nous dire certains Camerounais. C'est l'amour du pays, c'est l'amour de cette patrie qui nous pousse à nous interroger sur les voies et moyens pour sortir ce pays de l'ornière, sortir ce pays des ténèbres, comme on devrait le voir, parce que le Cameroun mérite une belle CAN, le Cameroun mérite une compétition, mérite l'organisation d'une belle compétition, plus que d'autres pays sur le continent africain, puisque le Cameroun, comme vous le savez, est une grande nation de football sur le continent africain et même dans le monde entier. Madame, Monsieur, restez avec nous entre 10h et 12h. Ce programme va s'atteler à vous dérouler, décrypter, analyser, commenter les sujets qui font le buzz, qui font parler, qui font courir nos compatriotes. Sur le plateau, Monsieur Batchou Chalamel est bien en place ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à Sa Majesté John Gouté. Je n'ai pas envie de dire Premier ministre, mais Sa Majesté John Gouté. Les enseignants sont en train de s'interroger sur les réactions de Madame le ministre et sur l'éventualité d'une reprise sereine des cours dans les différents établissements. La preuve, un Colbisson où il y a eu assassinat il n'y a pas longtemps, au lieu de retrouver ses lettres de noblesse, il y a une forte timidité du corps enseignant. Premier point. Deuxième point, les fumeurs n'ont pas arrêté de fumer puisque dans les brousses environnantes s'élève toujours de la fumée que vous connaissiez. Les joueurs de cartes continuent de faire leur nid. Coleton, Anguissa, Biemassi, Cité Verte, c'est grave. Devra-t-on installer tout simplement les caméras pour résoudre cela? Dans tous les cas, j'ai bien peur que l'opération 20 sur 20, histoire de dire à tous les élèves, vous êtes brillants. Réagissez, Monsieur le Premier ministre. Voilà, ça le mérite d'être clair, hein, Monsieur Batchou Chalamel, il faut quand même le signaler. Est-ce qu'il y a une cellule de psychologues qui a été mise en place à Colbisson pour essayer d'encadrer les enseignants qui sont là, qui doivent vivre ce problème dans leur chair? Aucune cellule, la preuve, il y a des élèves qui, M. Eric Fopoussi, ont eu à contacter des biens pour dire que maintenant les élèves sont en train de dire aux enseignants, vous avez vu, non? Tentez, vous allez encore voir. Donc voilà l'esprit qu'il y a désormais là-bas avec la réaction de Madame le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement secondaire qui, au lieu de venir adopter une attitude, a plutôt versé dans ce qu'on connaît. Comment est-ce que les enseignants vont se retrouver? Alors là, c'est les doigts des gens, on dit continuez. Vous avez vu ce qui est arrivé à l'autre, non? Continuez, vous allez voir. Est-ce qu'on va revenir au principe de radiation complète? Est-ce qu'on va continuer à traduire au conseil de discipline? Je crois qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, frapper sec et dur, M. Eric Fopoussi, pour donner la peur. Mais hélas, tous les lycées, ça s'est répandu. C'est désormais la violence. Les enfants contre les enseignants. Les enseignants n'ont plus le pouvoir que de dispenser, laisser les enfants bavarder de peur de recevoir qui un compas, qui un stylo ou un crayon. Malheureusement, il aurait fallu donc, comme vous le dites, une mesure choc forte pour rassurer le corps enseignant au Cameroun. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Nous continuons donc à naviguer à vue. C'est bien le quotidien de ce pays.
Également sur le plateau ce matin, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foupoussi, bonjour aussi aux téléspectateurs. L'Ordre national des avocats du Cameroun porte plainte contre X et demande l'autopsie de Maître Sylvain Sop. Comment est-ce que cela va être réalisé? Parce qu'on sait aussi que le ministre de la Santé a demandé à l'Ordre des médecins du Cameroun de mener cette enquête. Voilà, c'est intéressant de voir que le barreau également s'y est mêlé. C'était attendu et le bâtonnier Charles Tchakounte Pati a très vite fait donc de commander, comme vous le dites, cette enquête et l'autopsie sur le corps de Maître Sylvain Sop, qu'on continue donc à pleurer au Cameroun et qu'on continue donc dont la mémoire continue à être vive au sein de l'opinion publique camerounaise et internationale, puisque ça pose aussi le problème du système de santé du Cameroun. On va organiser une CAN en 2021. Imaginez qu'un joueur ait une fracture lors d'un match. Comment on va s'occuper de ce joueur-là au Cameroun? Rappelons qu'on va accueillir près de 23 nations de football du continent africain, que des joueurs, que les dirigeants qui viendront, les supporters qui viendront. Est-ce que nous avons le plateau technique nécessaire pour accueillir tous ces Africains? On peut se poser la question ce matin avec lucidité. Également sur le plateau ce matin, Bombok Bengan Kanje, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Foposinegou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi je pourrais vous répondre qu'on n'a pas encore le plateau technique adéquat. Le cas de Maître Sop nous le démontre. Il n'y a pas à faire d'autres caricatures. Donc, et le match il y a une poule qui sera délocalisée à Bafoussam. Comment on va faire? Puisque l'accident a eu lieu à Bafoussam. La nature nous offre des choses et c'est à nous de savoir s'en servir. Ça achoppe au tribunal, à la chambre administrative de la Cour suprême à Yaoundé. Le Social Democratic Front a porté plainte contre Elekam pour le rétablissement de sa liste dans les municipales à Yaoundé 6. Mais c'est le RDPC qui est venu demander faire appel qu'on sursoit à cette décision, alors que l'ECAM n'avait rien à redire. Qu'est-ce que le RDPC vient faire dans une affaire qui ne le concerne pas? Le SDF veut qu'on rétablisse sa liste et l'ECAM estime qu'il n'y a rien à redire. On peut rétablir la liste. C'est le SDF le RDPC qui relève les exceptions. De toutes les manières, l'affaire est en délibéré. D'accord. Yaoundé 6. Pourquoi ne pas seulement déclarer irrécevable que le RDPC a voulu apporter? Voilà. Ça aurait été facile comme ça. Voilà, Yaoundé 6 du maire Yuki Onana, et il faut le rappeler, c'est à Biémassi là-bas. Il faut dire que c'est une commune d'arrondissement de Yaoundé qui est très courue. On verra très bien comment tout cela se passe et qui a connu moult tumultes au cours du mandat qui s'achève là, parce que c'est une commune qui nous a habitués à des rebondissements terribles et ça fait que commencer. Bon, Bengan, soyez-en rassurés, les rebondissements à Yaoundé 6 ne font que commencer. On va démarrer le programme de ce matin avec la première rubrique. C'est Dominique Audrey Oyengelek qui va nous raconter l'histoire. Et ensuite, on va commenter sur le plateau. Bonjour Dominique. Bonjour Eric, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Marianne. Elle a 27 ans et elle sort avec Joachim qui a 47 ans et est marié. Joachim est marié, ça fait plusieurs années et depuis 18 ans qu'il est avec son épouse, elle n'a jamais pu avoir d'enfant, selon ce que Joachim a dit à Marianne. Marianne raconte que un mois après le début de leur relation, par accident, elle s'est retrouvée enceinte. Et de cette grossesse est née une fille qui aujourd'hui a 1 an et 1 an et demi. Elle dit que lorsque la femme de Joachim a su qu'elle était enceinte, elle a commencé à faire de mauvais rêves dans lesquels elle voyait la belle-mère de Joachim et son épouse venir la menacer. Elle a parlé de marabout chez qui la femme de Joachim allait, et quand la femme de Joachim est allée jusqu'à l'appeler et lui dire tu vas mourir, l'insulter, lorsque tu vas mettre ton enfant au monde, tu mourras. Elle dit qu'elle a eu peur de sa vie et à plusieurs reprises, elle a voulu mettre fin à la relation avec Joachim, mais celui-ci a toujours refusé. Il lui a dit, il n'est pas question que mon sang reste dehors, tu n'iras nulle part, tu vas rester avec moi. Marianne dit que Joachim s'occupe très bien d'elle, de sa fille également, mais que chaque fois qu'elle lui demande de quoi monter un commerce, Joachim lui fait des promesses et autres. Aujourd'hui, il veut un autre enfant, mais elle est inquiète.
Elle ne sait pas si celui-là veut juste faire des enfants avec elle pour ensuite les récupérer et donner à ses enfants. Parce que elle dit qu'elle a dit à Joachim que bon, puisque ta femme est contre la relation, dès que j'accouche l'enfant, à 1 an, tu prends l'enfant et tu y vas avec l'enfant chez ta femme. Il lui a dit que ma femme a dit que sur son cadavre seulement, son enfant n'entrera pas dans ma maison. Elle mentionne également que sa mère l'a encouragée à entreprendre ces relations parce qu'elle a vu que Joachim était un homme de bonne moralité. Donc aujourd'hui, elle aimerait savoir si Joachim les aime vraiment, sa fille et elle. Est-ce qu'il y a une chance que ça marche entre celui-là et elle? Et elle aimerait savoir, elle aimerait avoir des conseils sur comment se comporter face à cette situation. Est-ce que Joachim a des enfants avec sa femme? Il lui a dit qu'il n'en a pas. Est-ce qu'ils peuvent et en il vit avoir? dans une autre ville. Est-ce qu'ils peuvent au moins... Est-ce qu'ils ont des difficultés à avoir des enfants? Ils n'en ont jamais eu. Voilà, donc sûrement qu'il y a des difficultés. Ça reste à vérifier. Bon, il faut vérifier. Alors, l'histoire de ce matin nous met, c'est un commentaire personnel que je veux faire, nous met face aux contradictions qui arrivent à de nombreuses femmes ici dehors. Ça veut dire que aucune femme n'est prête à accepter partager son mari avec une autre femme. Mais vous les voyez quand même discuter les maris des autres. On se pose la question bizarrement. Et on se dit, mais quand celle-là va se marier demain, comment elle va voir, comment elle va apprécier la relation extra-conjugale de son mari avec une femme? Est-ce qu'elle va être contre ou elle va se dire, bon, comme on m'a fait, voilà, voilà, et comme je l'ai fait. Donc c'est quand même ça. Est-ce que cette Marianne est en train d'être dans un accès de conscience? Est-ce qu'elle se dit, parce que ce type de rêve-là, Freud le dit, hein, c'est le désir, c'est le refoulé en réalité. C'est pas forcément qu'il y a une machination mystique derrière, c'est que dans son subconscient, elle est en train de se dire que, voilà, est-ce que ce que je fais là est bien? Est-ce que vraiment je détourne un homme de son mari? Même si l'on vous a dragué, vous pouvez dire non. Ça fait 2 ans. Hein, oui, mais je dis, même si l'on vous a dragué, même si l'on mari vous drague, vous dites non. Oui. Donc, vous voyez les femmes qui disent que non, c'est parce qu'il m'a dragué, c'est parce qu'il est bon, vous pouvez aussi dire non. Vous avez la possibilité de dire non. Alors, Bambok, je commence par vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cette Marianne qui se pose de 1001 questions? Non, d'abord, qu'elle n'ait pas peur. Qu'elle n'ait pas peur, c'est qu'elle fait comme rêve. En fait, vous l'avez dit, c'est le refoulement de ressenti de ce qu'on vous dit, ce qu'on raconte vulgairement dans la société. Parce qu'elle-même également se met dans la position de la première femme. Si elle aurait été mariée, elle n'aurait jamais accepté. Qu'elle reste tranquille. Moi, je ne vois pas de problème. Il n'y en a pas. Et si problème il y a, c'est peut-être parce que elle est face à sa conscience. Oui, mais elle-même n'a pas de problème. Elle peut poser des questions de savoir si l'homme là l'aime et tout. Non. Il y a une démarche à suivre. Ça veut dire que c'est l'homme qui a le problème. Il ne sait pas comment associer sa femme pour, j'allais dire, engager un deuxième mariage. Ou alors, il sait que sa femme n'acceptera pas et il est en train de voir dans quelle mesure l'acte pourrait aller. Mais le problème, justement, c'est qu'il pense que ça se fait seul. Ce n'est pas l'homme qui négocie son deuxième mariage. C'est faux, c'est archi faux. Faut jamais imaginer ça. Et justement, lorsqu'on imagine, on trouve toujours des obstacles. Vous en parlez à votre femme, d'abord, elle est catégorique, elle ne veut pas. Maintenant, vous lui posez la question d'une autre manière. Eric, tu as dit, tu aimes les enfants, voilà. Est-ce que notre couple, nous allons rester ici sans enfants? Généralement, elle veut te dire, fais les enfants dehors, amène-les. C'est les enfants, amène-les. Peut-être que celle-ci n'imagine même pas, parce qu'elle commence déjà à soupçonner que lorsque le mari dit ça, ça veut dire qu'il a déjà une femme. C'est ça la première, c'est là où ça commence. Vous voyez donc que votre femme est bloquée. Dans ce genre, elle ne veut pas. Vous allez chez sa soeur. C'est votre maman. Est-ce que sa maman vit encore? Si sa maman vit encore, parce que en fait, le premier problème vient de la famille de la femme. Mais ici, on a inversé. C'est la famille de l'homme qui commence souvent à poser le problème, alors que non. Dans notre tradition, c'est la famille de la femme
qui commencent à s'inquiéter lorsque leur fille n'arrive pas à enfanter. Est-ce que c'est elle le problème? Est-ce que c'est l'homme le problème? Donc vous posez le problème à votre belle famille. Qu'est-ce que votre belle famille dit par rapport à ça? Bon, dans certains cas, ça nous arrive, hein, votre belle famille peut même donner votre cousine, la cousine de votre femme. Mais bon, maintenant, je sais que on a vu ça. On a vu ça dans les... Par exemple, chez les Manguissa. Chez les Manguissa. Partout, ça existait, même partout, ça existait. On vous donne c'est le parlementarisme. Le problème, c'est de poser le problème à votre belle famille. Oui. Votre belle famille. Vous allez trouver quelqu'un là-bas, une de vos belles-mères qui va vous dire. C'est même pour cette raison qu'on n'envoie pas la mère, la génitrice de la fille, quand elle va en mariage de la compagnie. Donc vous allez trouver une de vos belles-mères là-bas qui va vous dire, non, beau-fils, attends. Donc ça veut dire que si l'homme avait bien géré cette affaire, elle n'en serait pas là, cette Marianne, à se poser des questions. Elle n'en serait pas là. Il y aurait déjà dans la famille de la femme en question, une femme qui serait venue dire, non, c'est ma fille qui est là-bas en mariage. Oui. Tu sais, nous les femmes, nous sommes comme ça, donc attends. Mais est-ce qu'il ne faut pas purement et simplement condamner ces hommes qui malheureusement brillent par leur coup de rein et leur jeu à la Cristiano Ronaldo? Je veux dire, à un moment donné, les hommes doivent cesser de se mettre dans des situations aussi complexes comme celle dans laquelle se retrouve cette femme. Je suis naïf. Non, je suis naïf, n'est-ce pas? Il faut plutôt renforcer le liquide séminal des hommes. Il faut que les hommes donnent des enfants. Il faut que si un homme peut donner 100 enfants, qu'il les donne. Mais il fait quoi? Il faut qu'il donne des enfants. C'est plutôt ça qu'il faut encourager. Il n'y a des richesses que d'hommes. Comme un homme qui a il y a des hommes qui n'arrivent pas, qui sont pas fertiles. Vous rencontrez une femme, vous faites 1 mois et tombez enceinte. Mais vraiment, mais c'est bon. C'est bon. Ça veut dire qu'en fait, oui. J'ai entendu là dans votre médecine, apparemment, on a besoin de sperme dans vos ceux qui font les insulines. Les banques de sang. Voilà, nous devons donc les banques de sperme. Au moment où nous cherchons les gens qui ont le O plus ou le moins, nous devons chercher les hommes qui sont fertiles. Donc la fertilité est abondante. Nous devons les chercher et laisser leur... Voilà. C'est un débat qui a cours, hein, parce que... Débattez, mais nous aurons besoin des hommes. La Chine nous domine aujourd'hui justement par rapport à ça. Oui. C'est là où les Audrey sont là. J'ai dit que mon mari à moi, ce n'est pas bon. Oui, c'est vrai, parce que... Il faut commencer à briser Non, mais la démographie est un combat mondial. Souvenez-vous que la France, par exemple, au XVIIIe siècle, était appelée la Chine de l'Europe. C'était la nation la plus peuplée et c'est justement en ce siècle-là que la France a réussi à faire toutes les prouesses avec Napoléon à l'époque qui disait qu'une armée, c'est une armée qui a beaucoup d'hommes. Une vraie armée est une armée qui a plus de mains pour combattre. Donc l'homme, pour terminer, non, comme il a mal engagé la procédure, il peut se rattraper. D'abord en calmant sa deuxième épouse, sa future deuxième épouse, maintenant en cherchant dans sa belle famille et dans sa famille propre les gens qui viendraient parlementer. En fait, à ce moment-là, vous vous mettez en retrait. Vous laissez les gens de votre famille et de votre belle famille arranger la situation. Alors, Karine, un mot sur cette histoire? Quand vous prenez souvent la chose de quelqu'un, vérifiez si la personne n'a pas mis le piège sur sa chose. Voilà une jeune fille qui a décidé de jeter son avenir. Elle n'a que 27 ans. Elle a décidé de jeter son avenir. Elle est vieille. Je savais que vous rebondirez. Elle aurait pu en avoir mieux. Elle a décidé de faire sa vie en cachette avec un homme qui a déjà fait la sienne. En cachette avec un homme qui a déjà fait la sienne. Pourquoi? Rien ne prouve qu'il n'a pas d'enfant. Parce que ce qu'il a dit et ce qu'elle vit aujourd'hui là montre que la femme là, c'est pourquoi elle protège son intérieur. Par rapport à cette histoire, ce matin, j'aimerais interpeller les mamans qui voient les agissements de leur fille et cautionnent. Dans cette histoire, on nous raconte que la fille en a parlé à sa mère et sa mère lui a dit que l'homme est un homme bien, qu'elle peut y aller. Dans quel monde est-ce qu'on vit? Qu'une femme accepte que sa fille, qui est jeune, soit la maîtresse d'un monsieur qui est déjà marié, qui a déjà fait sa vie, parce que c'est un homme bien. Bien là, elle a mis quoi dedans?
quelqu'un qui peut venir donner l'argent du loyer à la fin du mois, quelqu'un qui chaque mois peut venir donner la ration du mois. Il me semble qu'un artiste a dit que les bons gars sont rares comme les femmes en Kabangondo. Je crois qu'un artiste a dit ça. Justement. Oui. Justement. Il y a d'abord moins d'hommes que de femmes. Justement. Maintenant, les bons hommes encore dans ce monde-là. Du coup, le premier... Justement parce qu'ils sont rares, il ne faut pas s'attacher au premier venu. Parce que lui, là, c'est le premier venu. Le rare de quelqu'un. Pardon, c'est le gars de quelqu'un. Donc c'est le bon gars de quelqu'un. Qui lui interdit d'avoir... Et dans cette histoire, vous voyez le jeu que la maman a fait. Parce que le gars s'occupe bien d'elle, il s'occupe bien des enfants. Et peut-être que si elle a arrêté l'école, il a payé peut-être un business à la maman et tout. Voilà, il dit qu'elle est... Vous voyez que c'est une fille paresseuse. Paresseuse. Qui s'est accrochée à un homme parce qu'il a de l'argent et qui peut prendre soin d'elle et de sa maman. Écoutez l'histoire. C'est ce que les mamans font. Certaines mamans font aujourd'hui. Prostituer leur fille, question de pouvoir se nourrir. Parce que là, elle dit que l'homme a dit qu'elle ne fasse rien. Elle reste là. Mais dans quel monde on vit? Il t'a pas épousé. Même deuxième femme, tu n'as pas. Il dit que reste à la maison. Et tu restes à la maison. Tu as 27 ans. Bon, on dit que tu es vieille pour rester à la maison ou bien pour te marier. D'accord. C'est une question embarrassante. Alors, Chalamel, dites un mot vous aussi sur l'histoire de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi, les hommes, à l'heure où je vous parle, si tout de suite chaque homme décide de prendre 5 femmes, il y aura encore 2,5 milliards de femmes qui se baladeraient dans le monde. Conséquence, vous n'avez pas passé une commande à nos mamans. Vous n'avez pas passé une commande à nos mamans. Je crois qu'elles ont payé de leurs droits pour faire des garçons. Et des bons garçons. C'est le premier point. Chez les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, chez les Bantous, monsieur Eric Fopoussi, une femme qui a un enfant n'existe pas. Une femme qui a 2 enfants survit. Celle qui en a 3 a un nom. Celle qui en a 4 a une voix. Celle qui en a 5 forme de phrases de sagesse. Et c'est à 5 qu'on commence à dire à la femme, j'ai un terrain. J'ai un champ. J'ai une boutique. Cette fille n'a encore rien. Elle n'existe pas. C'est même sa femme. Elle n'existe pas. Donc, je suis désolé, monsieur Eric Fopoussi. Elle devrait travailler à récupérer le cœur. Sa maman a donné l'onction. C'est une bonne maman. Une bonne mère. Elle a donné l'onction à sa fille en disant, ma fille, va. Une bonne mère. Va à mariage. Vous ne savez pas aller, faites un tour dans toutes les églises de réveil, les églises conventionnelles, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas pour rien que les femmes sont là-bas, c'est des femmes qui cherchent le mariage. Et donner le mariage à une femme, elle se tournera le dos à Dieu. Excusez-moi, je vous le dis simplement, parce qu'elles sont là pour le chercher. Elles vont chercher qu'un intérêt. Dans votre monde, vous avez besoin d'un homme. Dans le monde, nous avons besoin de plein de femmes. Un homme qui a une femme est un homme célibataire. Donc, monsieur Eric Fopoussi, ce monsieur, je pense qu'il est sur le bon chemin. Sauf que, il devait donner le nom de sa première fille à sa femme. C'est ça la règle chez les Bantous. Absolument. Il devait donner le nom de sa première fille à sa femme. Il devait dire à sa femme, à sa deuxième femme, parce que votre expression, je ne la reconnais pas, il devait dire à sa deuxième femme, écoute, voilà la situation, voilà, il faudrait qu'on lui donne le nom. Elle va porter le nom. Ça peut être aujourd'hui le prénom des occidentalisés, ça peut être. Maintenant qu'il a donné, il peut avoir essayé de dire à sa femme, et que sa femme n'a pas voulu, écoutez, il s'est dit, ok, j'avance. Mais s'il avait donné le nom, ça devait changer. Je crois que la fille, là où elle se retrouve, elle a développé tellement d'idées, tellement de trucs dans la tête. Pourquoi? Vous sortez parfois avec un gars, c'est pour les jeunes filles comme vous, vous sortez parfois avec un gars, il a 2 copines. Lorsqu'il y a un rassemblement chez le gars, les 2 copines font ce qu'on appelle le croisement et que vous vous tabassez. S'il est marié, il est marié. Vous venez parler, il est marié. Quand vous faites le croisement chez les gars, tous les jours dans les quartiers, on se bat la bagarre à cause du croisement, il est marié. Quand vous dites que vous sortez avec un homme marié, ça fait c'est un homme. C'est un homme, je suis désolé. Arrêtez de décourager les femmes. Arrêtez de décourager les femmes. J'ai dit arrêtez de décourager les femmes. Il ne faut pas comparer un homme marié à un homme qui est célibataire. Arrêtez de décourager les femmes. Ces femmes ont droit au bonheur.
Au même titre que Quel vous, don elles ont le droit au bonheur? bonheur. Non, quel J'ai don? dit, elles ont droit au bonheur. C'est son bonheur. Maintenant, quel comme don? Bogla dit, il peut se rapprocher des membres de la famille. Quel don? Il peut se rapprocher des Sa membres de la conscience famille pour juge créer la déjà. négociation. J'en connais plein des femmes qui n'ont pas pu donner naissance, qui ont voulu donner la vie. Elles ont dit à leur mari, chérie, va prendre une femme. Lorsque tu prendras cette femme, fais tout et tout que je la rencontre. Lorsqu'il prend la femme, il l'amène en disant, je vais te faire voir quelqu'un. Il l'amène. La première femme peut dire, non, celle-là, je ne la sens pas te connaissant. Je vois ses allures. Essaie de voir une autre. Mais si tu tiens, vas-y. Lorsque celle-là se fait accepter, on lui donne sa case, elle fait son nombre d'enfants, mais elle donne la majeure partie du nom à celle qui est à l'intérieur en signe et en guise de respect. Je suis venu prendre la place que tu occupais. Par conséquent, je te respecte. Vous, les jeunes filles qui arrivez, ne considérez pas les femmes qui sont à l'intérieur comme des dangers. Prenez-les comme des coépous, c'est comme ça qu'on fait. Prenez-les comme vos mamans, prenez-les comme vos soeurs, essayez de les draguer et trouver des formes. Cette fille, je lui donne le dernier conseil, va voir ta maman, dis à ta maman, tu as donné la caution, tu aimes follement ce monsieur, continue de l'aimer, dis à ta mère, on crée le pont pour la négociation. Ça ira et tu seras très heureuse. Voilà. Quoi qu'en dise Karine Santia, de toutes les façons. Dominique Audrey, on a le sentiment dans l'histoire de ce matin que cette jeune femme, Marianne, hein, est un peu trop jeune pour s'avouer vaincue. Je veux dire, pour penser que sa vie ne s'arrête qu'à cet homme-là, en réalité. Elle est même immature. Oui. Immature. Vous voyez, c'est donc ça le problème avec les jeunes femmes qui attendent beaucoup de choses des hommes. Vous voyez un peu. Elle a rencontré un homme qui est venu là avec... qui a mis l'argent en avant, ça a conquis sa mère et elle, également, elle est tombée dans cette histoire. C'est quoi cette histoire que vous tombez enceinte en 1 mois? Bon, on va dire que oh, les accidents, ça arrive, vous allez peut-être m'insulter sur la toile, je suis habituée, mais quand même, c'est tiré par les cheveux. Qu'à 1 mois de relation, vous tombiez enceinte. Le monsieur... Que vous avez déjà fait l'amour, c'est quand même terrible. Bon, ça arrive. Non, mais... 1 mois, c'est tard, monsieur. Hein? Dans leur monde, de la 1 mois, c'est tard. Qu'est-ce qui vous dit que... Mais monsieur, il faut poser une question. Qu'est-ce qui vous dit que c'est lorsque vous avez une femme pendant 3 ans qu'elle sera une bonne femme? Ah, bon, je veux dire il faut un minimum de temps. Il faut un minimum de temps pour quand même aller au lit. Non, quand même. Non, monsieur. Désolée, à mon avis, elle était déjà enceinte quand tu as rencontré le monsieur. Si vous me demandez. Karine. Donc, moi, j'ai envie de me poser une question. Qu'est-ce qui prouve en 1 mois que réellement le type n'a pas eu d'enfant? Un homme qui se cache autant, il part d'une autre, il vous dit qu'il est dans une autre ville avec sa femme et il arrive à Douala, il vient, il vous met enceinte et il repart, il fait des navettes, quand il veut s'envoyer en l'air, il revient toujours chez vous, Marianne. Vous ne vous posez pas de questions. Si une femme rendue à 18 années avec un homme se rend compte qu'elle ne peut pas procréer, elle ne fera pas de problème. Je ne suis pas sûre qu'elle fera un problème si son mari réussit à avoir un enfant. Non, après 18 ans. Après 18 ans. C'est que vous ne connaissez pas les femmes, hein? Après 18 ans, je doute. Une femme qui aime son mari, qui veut voir son mari heureux, n'aurait pas ce genre de réaction-là. Moi, je doute fort que ce monsieur n'ait pas d'enfant avec sa femme. Vraiment, c'est un homme qui, comme on les appelle souvent les voleurs de points, il est venu, il vous a trompé. En tout cas, vous vous êtes laissé tromper à cause de votre avidité. Et aujourd'hui, vous en faites les frais. Non. Tout simplement. Un gars qui joue ce genre de jeu ne s'occupe pas de la manière dont elle parle. Monsieur il Badou, s'occupe avec précision et concision de son enfant. Badou, ne détournez pas cette pauvre fille. Ce monsieur vous aime. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il vous aime. L'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est quoi? C'est la bague? Un homme qui Pour vous, l'avenir, c'est la bague? Un homme qui vous aime. Elles sont nombreuses, elles ont des bagues. Elles ont des bagues, ça ne sert à rien. Un homme qui vous aime ne vous cache pas. Je suis désolée, vous êtes un homme. Et il faut dire la vérité à ces femmes-là. Quand vous aimez une femme, vous ne la cachez pas. Vous ne la laissez pas dans un trou perdu. Pas la même qui la cache. D'accord, merci. Il n'a pas agressé. Merci infiniment. Je crois qu'elle est encore jeune. Être totalement dépendante, il ne faudrait pas qu'on dise que les femmes ne dépendent pas des hommes. Oui. Les femmes dépendent des hommes. Mais maintenant, il faut avoir le minimum d'indépendance. N'attendez pas qu'ils viennent là vous donner 100 francs pour acheter la couche du bébé. Vraiment. Mais c'est l'homme qui vous donne cette indépendance. Arrêtez ça. N'attendez pas qu'il vous donne le capital parce qu'il ne va pas vous le donner. Il a une bonne raison de toujours venir. Un enfant là.
Un enfant, l'homme sait qu'à tout moment, la fille peut partir. Il faut le deuxième. Je vous ai dit, à 2 est suivi. Il faut qu'il aille jusqu'à 3 ou 4. Votre théorie de 4 oui, ou 5. Et il ne va pas les C'est une théorie qui me... C'est elle qui va très faire. bien. Alors, merci. On va s'arrêter là pour l'histoire de ce matin, mais je constate, c'est un constat que je fais, je ne sais pas si vous êtes comme moi dans ce constat, je constate qu'il y a quand même beaucoup de femmes au Cameroun. C'est un pays que je connais parce que je vis au Cameroun depuis très longtemps. J'ai toujours vécu. Je constate quand même que les femmes ont beaucoup d'appétit pour les hommes qui sont déjà mariés. Hein. Je fais le Parce constat. que ce gars a une stabilité, monsieur. Je fais le constat. Vous l'avez dit tout à l'heure. Les bons hommes sont rares. Voilà, comme des jeunes filles à Cabango. Parce qu'il est marié, Ne il vous est bon. appelle pas la nuit. Les hommes mariés ne sortent pas la Donc, nuit. parce qu'il est marié, il est bon. Il ne peut Voilà. rien. Toutes vous disent que, qu'il est marié, il est bon. Qui vous toutes vous a dit disent ça? qu'elles n'aiment pas les hommes mariés. C'est chacun qui supporte Mais sa toutes au moins ont été une fois dans leur vie avec un homme Il marié. faut qu'on lève ce Chacun qui connaît démon. son démon. La Voilà. nuit est Parce faite qu'il est pour marié, il est dormir. bon. La nuit est faite pour dormir. Et Quelle il ne vous dame, appelle pas la nuit. On compte quoi à minuit. Qu'on n'a pas posé à Quelle dame de 19h. cette jeune dame? Quelle dame? D'accord. Merci. Merci. On compte quoi à minuit qu'on n'a pas posé à 19h, à 18h. Ok, on va s'arrêter là, chers messieurs et chères dames sur le plateau. Après ce sourire qu'on a abordé avec, on va dire, beaucoup de volonté, tout de suite, on va peut-être changer d'humeur. Hein. C'est l'humeur de Charles Hamel et cette humeur-là est une humeur colérique, comme chaque matin. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question du non-paiement des droits sociaux des ex-employés des entreprises liquidées du Cameroun. Je m'interroge sur le calvaire, le véritable calvaire suicidaire des ex-employés des sociétés d'État privatisées, liquidées ou restructurées de ce pays. Ce sont ainsi près de 48 sociétés d'État qui ont été privatisées ou fermées, à l'instar des entreprises comme la Sotuc, Sodecao, Zapi, Sénédec, Madjeni, Sofibel, Onaref, Onadef, Selucam et la BIAO. BIAO Cameroun. Où sont passés les milliards de l'ex-BIAO? Pourquoi la CAA bloque l'argent des ex-employés de la BIAO Cameroun? Comment comprendre que les ex-employés des entreprises liquidées, cas de la BIAO, soient nargués par l'État? Il vient de commettre toute une lettre qu'ils ont adressée au Premier ministre en lui disant que papa, toi-même tu es chef. Oh papa, nous voici, on meurt déjà. À ce jour, 200 employés sont décédés sans toucher leurs droits sociaux. Comment comprendre que près de 30 ans après l'arrêt définitif des activités de cet établissement bancaire, plus de 500 personnes soient prises dans les taux de la confusion et du marchandage? Quand est-ce que les droits sociaux des anciens employés de la BIAO Cameroun, banque liquidée depuis 1990, seront payés, ainsi que ceux des 48 autres entreprises à qui on dépanne 25 000 francs contre signature de 50 000 francs CFA, 30 000 contre signature de 80 000 francs CFA. Vous prenez 30 000 et vous signez avoir reçu 80 000. Oh, c'est pas possible. 30 ans de souffrance. Comment comprendre que même l'ordonnance de justice qui condamnait le ministère des Finances avait une enceinte de 500 000 francs CFA par jour de retard de paiement, n'a pas réussi à décoincer la machine administrative? Il n'est pas du tout gai de voir ces hommes et femmes diminués par le poids de l'âge et de grosses maladies subir les affres d'un problème sans suite. Difficile encore
de comprendre les motivations réelles des responsables au sommet de l'État, qui 30 ans après se livrent à un grand jeu de complicité et d'intérêt personnel face à la nécessité extrême de sauver des vies et des familles entières. Savez-vous que les autres États d'Afrique, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, concernés également par la faillite de la BNP Paris, ont réglé la question du paiement des droits des employés intégralement? Savez-vous qu'en 1990, suite à la faillite de la BNP Paris, la maison mère de la BIA au Cameroun, la banque française décidait de se retirer du capital social de sa filiale camerounaise. La BNP Paris faisait alors parvenir un chèque de 11 milliards de francs CFA à la BIAO, qui représentait son ticket de sortie. Cet argent devait servir, entre autres, à la liquidation des droits sociaux de l'ensemble des travailleurs de la BIAO, calculés depuis Paris et consignés dans un bordereau. L'ensemble de ces droits sociaux était évalué à près de 3,6 milliards de francs CFA. À la réception de l'argent au Cameroun, le gouvernement camerounais a décidé de procéder autrement. Un compte fut ouvert dans les livres de la BISEC sous le nom BIAO État, dans lequel ont été déposés les 11 milliards de francs CFA venus de Paris, en maintenant fictivement en vie la banque BIAO, avant donc de décider de sa liquidation. Savez-vous que le 17 avril 1991, une autre banque est créée sur les détritus de la BIAO et de la Meridian Cameroun? Une autre banque liquidée. Une partie du personnel de BIAO est repris au sein de la Meridian BIAO. Quelques-uns désormais sans emploi reçurent leurs droits. D'autres attendent toujours jusqu'à ce jour. On est allé jusqu'à éclater les groupes en 4, divisés pour mieux régner. Or, tout était précisé dans le bordereau du passif de la BIAO en liquidation déchargé le 29 juillet 1992 par la Société de recouvrement des créances. Voilà là où on se retrouve aujourd'hui. Ils sont assis constamment devant le ministère des Finances, devant le Premier ministère, dans la rue, avec les policiers qui ne se gênent pas pour les gazer et leur envoyer les eaux de Mami Wata. Oui, chers policiers, vous ne faites que votre travail, mais ces personnes, ils ont transpiré pour le Cameroun. C'est désolant, ça fait très mal de voir comment des Camerounais sont dans cette souffrance inouïe avec la liquidation de ces ex-sociétés d'État. Le cas que vous évoquez de la BIAO est similaire à d'autres cas qu'on connaît très bien, l'ex-Régie Fercam aussi, et dans ce registre-là, d'autres cas aussi, où on voit très bien qu'il y a ces ex-employés de ces ex-sociétés d'État qui aujourd'hui doivent faire le parcours du combattant pour avoir le paiement de leurs droits sociaux. Et la question essentielle qu'on pourrait se poser, c'est de savoir où est passé l'argent et comment cette liquidation s'est faite. D'ailleurs, cela montre bien que le Cameroun, pendant une certaine période, a fait un plongeon dans le gouffre. Je reprends ici un terme cher parfois à Boro Bengan, un plongeon qui nous permet de voir que il y a une déstructuration, il y a un délitement, il y a un désossement de notre arsenal d'entreprises d'État, malheureusement, qui ont disparu et pourtant qui faisaient le fleuron de notre économie. Alors, bon, Bengan, quelle est votre lecture de cette question? Bon, je vous réponds directement. Où est parti cet argent? Il faut poser cette question aux différents ministres en charge des finances. Depuis 1991, Simon Basile King, Justin Dioro, jusqu'à celui qui est là maintenant. Il faut leur poser la question. Ils savent, les Simi Meigné et Abba, ils savent où est parti cet argent. Ils savent très bien où est parti cet argent. Et cet argent existe. Cet argent existait, mais ils savent où est parti cet argent. Les voix, je ne vous dirai pas. J'ajouterai à cela que lorsqu'on a consenti avec des cabinets mafiosi, il y en a, je ne citerai pas le nom, ils savent, parce qu'ils avaient à procéder à la liquidation résiduelle d'un certain nombre d'actifs. Ce cabinet est ici, à Douala. Il y en a un autre qui est à Yaoundé, qui a liquidé le FOGAP. Encore que le FOGAP, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 cabinets. Vous ne direz jamais, on ne vous dira jamais qui a vraiment liquidé le FOGAP, qui a liquidé l'Office national de commercialisation des produits de base. Même la BIAO, que vous faites allusion, sa liquidation n'est jamais terminée. Donc, il y a eu au moins 3 cabinets. Mais bon,
je rends hommage à un ancien président de l'Ordre national des experts comptables, Benoît Tangana. Et bon, d'accord, paix à son âme. Mais cet argent, pourquoi on en est arrivé là? C'est peut-être ça le questionnement. Parce que ce que vous entendez, Banque mondiale, Organisation mondiale de commerce et FMI, Ignacio Ramonet, l'ancien directeur du monde diplomatique, les avait appelés l'axe du mal. Ces regroupements qu'on appelle la mondialisation, engagés par Margaret Thatcher et Ronald Reagan, avaient pour un seul objectif: rendre plus pauvres ceux qui sont pauvres. Je dis bien rendre plus pauvres ceux qui sont pauvres. Et nous, c'est pour cette raison qu'au première vue, on avait apprécié l'action du chef de l'État actuel lorsqu'il présentait le 6e plan quinquennal à l'Assemblée nationale le 14 août 1986, quand il avait dit non au FMI. Mais sauf que, quelque temps après, son ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, qui venait d'ailleurs de dire en Cameroun Tribune que nous n'irons pas au FMI parce que ces solutions sont des solutions de cheval. Aucun pays qui s'y est engagé est sorti de l'auberge. C'est ça, doit y être tout. Mais quelques temps après, vous dit, on peut quand même y aller et sortir la tête haute. Non. L'autre mafia qui est ajoutée à ça, en plus de mafia de ces liquidateurs-là, c'est que les différents ministres des Finances, quand ils venaient donner quelques subsides à ces employés, il y avait un document en bas où, lorsque vous prenez vos 50 000, vous vous réclamez plus de 3,5 millions, on vous donne 50 000. Il y a un document en bas qui dit que vous ne revendiquerez plus jamais rien. Voilà. Et vous vous êtes engagé à ne plus jamais rien revendiquer. Oui. Et cette information est sortie, je pense, hier, en 2017, quand je dis hier, donc c'est en 2017 pour les entreprises comme le cas de la BAO qui est devenue BMBC, tout ça, la Méridien Bank et tout ça. Oui. Voilà. Donc, j'allais dire, c'est une vaste escroquerie. Et j'allais dire, Jean Ziegler les appelle les prédateurs dans son livre Le Nouveau Maître du Monde. Et il ajoute les propos d'un écrivain américain, Jerry Mendas, qui disait: McNamara a tué plus de gens à la tête de la Banque mondiale que lorsqu'il était ministre de la Défense des États-Unis et engageait ce pays à la guerre au Vietnam. Donc vous voyez donc que la Banque mondiale qui nous amène à ce qu'on avait appelé la restructuration du secteur bancaire savait très bien qu'il fallait faire deux choses. Charles Lamel, quand vous parlez de BNP, il fallait enrichir davantage la France, parce qu'on nous dira, et on pourra le démontrer si les gens veulent, enrichir davantage la France et les portes du régime et créer plus de pauvreté dans nos pays. On entend bien ce discours. Le problème, c'est que c'est une généralisation de toutes les ex-sociétés d'État dont on parle. C'est une généralisation. Pourquoi l'État est-il ainsi mauvais payeur? Alors, il y a un cas qui fait l'actualité actuellement, c'est le cas de DIT au port de Douala. Hier, il y a eu cet attroupement devant Alliance Assurance, des employés de DIT qui revendiquaient ce qu'on appelle leur retraite complémentaire, parce que eux, ils cotisaient 3% de leur salaire chaque mois et DIT 3%, ça fait 6%. Donc c'est une retraite complémentaire. Et comme DIT a perdu le contrat au port, il fallait donc qu'on paye cet argent-là. Il se peut donc qu'il y a une incompréhension avec DIT. Heureusement, dans la soirée, il y a eu un arrangement entre DIT et ses employés-là. Donc DIT a juste, on va dire quoi, a juste résilié son contrat avec la structure Alliance. Donc actuellement, ils ont pris l'engagement, Alliance a pris l'engagement donc de payer ce qu'elle a reçu comme argent de 6% à chaque employé. On voit bien que là, il y a une forme de célérité, mais avec l'État, ça met du temps et malheureusement, personne ne réussit à avoir son argent, on le voit. On voit bien qu'il y a d'autres employés qui sont morts entre-temps sans jamais percevoir leur pécule, leur argent. Mais ça pose un problème. C'est quand même l'État du Cameroun, l'État a les moyens. On ne peut pas nous dire que l'État n'a pas d'argent. Non, l'État a beaucoup d'argent, mais les dirigeants de nos États francophones préservent le comptoir colonial. Oui. Lorsque papa à Paris vient vous dire: donnez-moi une partie ici, vous lui donnez, vous n'avez pas les moyens puisque vous n'êtes pas souverain. Les gens vous parlent de souveraineté, vous n'êtes pas souverain, vous lui donnez
Et à côté, vous mettez aussi une partie que vous avez volée. Et voilà, c'est tout aussi simple que cela. Oui. Parce que les gens vont vous dire, oui, mais nos chefs d'État, s'ils pouvaient, ils ne peuvent pas. Et ça, il y a une action qui a commencé en 1979, lorsque la France avait constaté que la crise de 1973 du pétrole était en train d'être régulée et que les États africains francophones allaient passer par 10 leur production pétrolière. Il y a le président du patronat français, parce que quand on vous parle du Club de Paris, là, vous ne verrez jamais aucune résolution. Hein. Il n'y a pas de réunion. On vous parle du Club de Paris. C'est des gens qui se réunissent dans la chambre, dans une salle, ils prennent des décisions, personne n'écrit nulle part. Donc le président du patronat français de l'époque, il s'appelait Paul Ouvelin. Il souffle donc à Giscard d'Estaing et au pays de créer ce qu'on appelle action concertée pour le développement en Afrique. Mais comme nous aussi, on ne regarde pas le mot, on ne donne pas la signification au mot. Ils ont pensé que les Français parlaient du développement de l'Afrique. Or, ils ont dit développement en Afrique. Donc, il faut donc chercher l'argent dans les métropoles et amener chez eux. D'accord, C'est tout. malheureusement. Dominique Audrey. Je me suis posé une question hier par rapport à la manifestation de ces anciens employés de DIT, et je me suis questionné, est-ce que lorsqu'on a une entreprise étrangère qui emploie des Camerounais au ministère du Travail, il n'y a pas une équipe qui est chargée de contrôler comment les employés sont gérés là-bas? Y compris à la CNPS, comme dit Salamel, il y a une brigade qui peut imposer à une entreprise de payer. Mais comment se fait-il donc que ces gens soient partis et laisser les gens comme ça? Et ça veut dire qu'ils on ne les font appelle pas à leur notre travail. tour. Oui, ils ne font pas. Les Ils ne font inspecteurs pas leur d'État. travail. Maintenant, quand un inspecteur d'État arrive, il vous appelle alors qu'il est mis en mission. Il appelle le DG en lui disant, bon, DG, on m'a envoyé chez vous. Non, mais pour le cas d'DIT, c'est très différent. Hein. Non, pour DIT, c'est bon. C'est une réquisition d'employés. Ça veut dire que le port a réquisitionné ceux qui y travaillaient. Donc, il fallait donc qu'on s'entende. Est-ce que c'est un licenciement qui a eu lieu? Est-ce que c'est une... Parce que, généralement, la retraite complémentaire, on la paye quand vous êtes licencié ou quand vous êtes mort. Donc, dans le cas échéant là, il n'y avait ni mort, licenciement de manière expresse. Donc, il a fallu qu'il y ait un arrangement avec Alliance Assurance. En principe, le port autonome devrait prendre l'engagement de continuer à payer la part que DIT payait pour ses employés. Puisqu'en fait, ils ne sont pas licenciés, ils sont à la disposition du port autonome de Douala qui devait payer les 3% de Tout à fait. continu. Absolument. Justement, oui. En ce qui concerne donc ces ex-employés qui continuent d'attendre leur salaire, moi j'aimerais bien comprendre comment ils font chaque rentrée scolaire pour inscrire leurs enfants. C'est leurs droits sociaux. Leurs droits sociaux. Lorsqu'on vous licencie de manière abusive, comme ça a été le cas, on doit calculer. Parce qu'il était prévu que le nombre d'années pour aller à la retraite, on paye. On vous ajoute quelque chose. Maintenant, on s'assure que vos cotisations à la CNPS ont atteint le niveau et ainsi de suite. Prime de bonne séparation, ainsi de suite, ainsi de suite. Absolument. C'est ça que l'État a mangé. Et manger donc comme ça, nous autres, ces ex-employés-là, nos oncles, nos pères et grands-pères sont là, et ceux qui meurent, ils continuent comme ça là dans ce pays. À la fin, vraiment, on a envie de... Je ne sais pas où on va se mettre dans ce Cameroun avec tous les... C'est donc quoi leur travail? Pourquoi ils sont aussi Depuis 1995. Voilà. Vous voyez qu'ils sont déjà décédés, mais jusque-là, les restants ne peuvent pas bénéficier de leurs primes ou encore de leurs droits sociaux. Mais ce qui reste quand même criard, c'est que l'État du Cameroun choisisse de laisser partir des personnes à qui elle est redevable. Parce que ces entreprises-là ont fait les étoiles du Cameroun à un moment donné, même si après elles ont été fermées pour des questions que j'aimerais pas soulever ici. Mais ce qui reste à savoir, c'est que qu'est-ce qui revient aux Camerounais lorsqu'il perd tout? Si aujourd'hui vous avez un parent et qui chaque fois passe son temps à aller s'asseoir devant le ministère des Finances pour attendre qu'on lui reverse ses droits sociaux et que vous-même vous ne travaillez pas, vous deux vous êtes des chômeurs, qu'est-ce que ça donne à la fin? Alors, Chalamel, sur cette question, c'est vrai, il y a un monsieur, il s'appelle Choupo Martin, il est également il est un ex-employé de la régie Fercam. Tous les jours, il fait le pied du grue ici à Equinox pour nous rencontrer et pour nous demander de toujours
actualiser le dossier pour qu'on finisse par payer leurs droits sociaux. Mais malheureusement, vous savez que le pays est ce qu'il est. Malheureusement, ça n'a bougé d'aucun iota. Ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent à Yaoundé n'ont pas bougé le petit pouce pour essayer de faire avancer ce dossier-là. C'est quand même déplorable, non, Charles Hamel? C'est excessivement déplorable dans ce sens déjà que ces gars, ces ex-employés revendiquent 2 milliards 500 millions de francs CFA. Alors, on a dépensé combien pour acheter les vins il n'y a pas longtemps, la présidence? Quelques 1 milliard. On a dépensé combien pour régler une facture d'eau de ce côté de la présidence? On tournait dans les milliards en termes de véhicules. Je pense, sans vous mentir, monsieur Eric Fopoussi, qu'il y a un complot, comme l'a dit tout à l'heure Bombok, qui vise à rendre encore plus malades ceux qui sont malades, plus fous ceux qui sont fous, monsieur Eric Fopoussi. Je n'ai pas envie de dire plus pauvres, ceux qui sont pauvres. Pour la simple raison, monsieur Eric Fopoussi, que vous avez vu des parents qui sont allés, nos parents, je ne peux pas dire, nos parents qui sont allés s'asseoir, faire le pied de grue. Vous avez certains qui, on a transporté des maisons pour venir faire asseoir. Vous avez ceux qui sont là, le diabète, l'hypertension, les cancers sont en train de fuir. D'autres même sont aveugles, disons-le, des malvoyants, disons-le comme ça. Ils ont atteint un âge, ils sont assis là. Donnez-nous nos droits. Vous voyez un policier qui a le courage, monsieur, il faut d'ouvrir son gaz lacrymogène, d'envoyer des petites bombes sur ces différentes personnes, d'arroser un aveugle qui ne peut pas courir. Qui ne peut pas courir. Il est là, il dit, tuez-moi. Tuez-moi, je meurs une fois. Qu'on vous appelle, monsieur il faut aussi, comme l'a dit tout à l'heure, on vous fait signer 50 millions en dessous, on dit vous vous engagez à ne plus revendiquer. Quand vous revenez la prochaine fois, on vous donne rendez-vous. Vous revenez, on vous branchez en disant la dernière fois vous avez signé que vous ne vous arrangerez plus à revendiquer quoi que ce soit. C'est quand même grave. C'est quand même grave que 30 ans après, on se retrouve encore à discuter de cela. Pendant ces 30 ans, les mêmes étaient au pouvoir. Pendant ces 30 ans, ces mêmes sont toujours au pouvoir. Pendant ces 30 ans, ces mêmes ont toujours pris. Pourquoi ne pas défalquer et permettre à ces pauvres employés? Vous avez vu à quoi ressemblent les anciens employés de la SOTUC? Vous avez vu à quoi ils ressemblent en ce moment, monsieur, les anciens employés de la SOTUC? Le coordinateur, il a 6 milliards de francs. Tout à fait. Il en est mort dernièrement. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'il y a une dimension psychologique à cette affaire. C'est un expert qui nous l'expliquait, parce que le choc vécu par ces employés lorsque leur entreprise est tombée en faillite, lorsqu'on a fermé, ou on a liquidé, c'est que ces gens-là, qui avaient un niveau de vie assez acceptable, se retrouvent du jour au lendemain à vadrouiller et à errer dans la nature. Donc vous imaginez le choc que ça a pu être pour ces gens-là. Ce vendredi, le 2 juin 1995, parce que le président de la République a fait son discours jeudi, le 1er juin 1995, quand il annonce le bout du tunnel, et que les papas quittent à 5 h du matin pour aller prendre les services à la SOTUC, ils arrivent, ils trouvent le truc, on dit qu'il n'y a plus de travail. Tout à fait. Alors que ça ne faisait pas 12 heures que le chef de l'État venait de faire un discours. Très bien. Pour annoncer le tunnel. On va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission.
Non dissimulé qu'on vous retrouve encore sur la première télévision du Cameroun, Equinox Télévision. Et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous de lire quelques messages envoyés par vous sur la page Facebook du 10-12, le Zénith. Karine. Le Cameroun a besoin... je veux poser une question. Est-ce que ça empêche... Voilà. Je veux poser une question. Depuis que vous prenez votre temps pour transformer les hommes en livres que vous étudiez là, ça empêche que vous soyez toujours en train de vous plaindre d'eux. Quand une femme est attirée par un homme, à quoi ça sert de perdre le temps quand on sait que ce qui doit arriver va arriver? C'est bon, j'y tombais. Je comprends pas. Non, je comprends. En fait, comme je disais que comment une personne peut faire un mois avec une femme, juste un mois, et déjà aller au lit. J'estimais quand même que c'est un peu trop rapide. Vous savez, dans un contexte où les gens se retrouvent à midi et sont au lit à 19h, on comprend que mon interrogation soit perçue comme étant une utopie. Je comprends. Monsieur Eric aussi, il y a de nombreuses filles qui cherchent leur argent de déjeuner le soir pendant les embouteillages. En français, c'est En français, facile. En français, facile. Pour que nous puissions comprendre nous aussi. 19h, elle circule entre les voitures, laissant apparaître et transparaître des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Vous l'interpellez, c'est comment vraiment tu es. Elle dit, je suis en train d'aller là-bas devant, je voulais traverser. C'est terminé là son heure du déjeuner le matin. Vous ne pouvez pas savoir à quel niveau se trouve la pauvreté. Faites un tour dans les quartiers comme Mabanda, Kolmita, Mboko. Allez faire un tour là-bas. Ce n'est pas qu'il manque. Non, mais c'est de la prostitution. Allez faire. Non, je n'ai pas envie de le dire. Je préfère dire que c'est la pauvreté, monsieur Rifo. La pauvreté la plus extrême. Le dire, quand vous dites que un mois avec une fille, mais monsieur Rifo, il y a des femmes, des filles les plus insoupçonnées qu'au premier regard, elles commencent à fondre comme le chocolat sur une plaque à gaz, monsieur Rifo. Et un 7. Je dis des filles les plus insoupçonnables. Beaucoup d'expérience. Monsieur Fopossi, peut-être que vous l'avez pas compris. Je vous ai parlé tout à l'heure. Vous êtes un 2 juin 95. Papa vient de perdre le travail alors qu'il est quitté matin. Il est quitté, il perd le travail. Il y en a, j'ai vu, qui n'ont plus eu le courage de rentrer chez eux. Ils sont rentrés au village sans dire. Ils laissent femmes et enfants en ville. Peut-être quelquefois même en location. Sans aucun pécule. Sans aucun pécule. Oui. Parce qu'à l'époque, comment la vie était organisée? C'est que j'ai un salaire, il y a un sac de macabou, il y a un sac de riz, de haricot et tout. On sait que les enfants peuvent se débrouiller. Vous imaginez donc que tout d'un coup, sans payer à vie, vous perdez le travail. Comme ça. Là, les enfants sont en l'âge, ils sont adolescents, ils font comment? D'accord. Vous voyez, j'ai vu une jeune fille, des jeunes filles, 16 ans en classe terminale, elles se mettent à pleurer parce que leur avenir est fini. Et c'est au moment où on vous dit qu'on doit payer les études universitaires. Voilà. Vous avez des parents qui disent aux jeunes filles là, que à vous ce êtes moment, je ne peux pas parler de prostitution pour ces filles. Voilà. C'est la pauvreté que nous les envoyer. D'accord. Bon. Dire que c'est la prostitution n'est pas refuser que c'est la pauvreté. Hein. C'est pas antinomique. C'est pas antinomique. Non. J'ai juste envie de dire que ce que nous disons en réalité la même chose. Hein. Écoutez bien, nous disons en réalité la même chose. Je constate qu'il y a d'ailleurs dans ce pays, il y a des quartiers à Douala comme partout au Cameroun où pour un bol de sel ou bien pour quelques, on va dire carreaux ou carrés ou de cubes, vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Les femmes, des femmes se livrent pour ça. Pour si peu, je ne refuse pas, c'est un fait. Même dans des quartiers. Dans bientôt, on entre dans la campagne électorale. Oui. Quand je vous dis c'est un système de pauvreté, qu'est-ce qui peut faire que pour 2 maquereaux et une boîte de riz, vous hypothéquez votre avenir pendant 5 ans? Vous savez bien que celui que je vais voter là, que je vais donner mon suffrage, ne fera rien. Mais parce qu'on vous a donné une boîte de riz et 2 maquereaux. Voilà. D'accord. Quelquefois, ça ne même pas. Vous comprenez que tout converge en réalité. Ça aussi, c'est la prostitution politique. Si vous voulez transposer. Non, parlons de pauvreté. Donc, appelons les mots par leur nom. C'est la pauvreté extrême. Très bien. Donc, on comprend qu'au bout d'un mois, on tombe enceinte. Karine. Concernant le sujet du jour, il a toujours été chez nous les Bantous qu'en cas de non-conception d'une première femme, le mari
le mari se doit, et cela par souci de rassurer sa femme et de laisser un souvenir dans la cité, de faire des enfants avec une proche, cousine, une servante ou une sœur de sa femme. Il n'en est rien en ce qui concerne les rêves de la deuxième femme de ce type, sauf les hommes doivent apprendre à faire les choses comme il faut, une fois de plus, parce que c'est encore un cas de non-respect de l'ordre des choses dans la gestion de son lit. Ça, c'est Crépin Farel Nochugwin Wafo qui a écrit. Alors, un autre message pour l'histoire du jour. Vraiment, je suis désolée. Être deuxième femme n'a jamais été la fin du monde, et forcément, on ne devient pas deuxième femme avec un homme déjà marié. Et cet homme a bien évidemment une raison quand même, valable pour aller chercher une deuxième femme. Vraiment, ce n'est jamais facile d'être dans un mariage pendant tant d'années sans pouvoir jouir de la présence des enfants. Alors, j'encourage cet homme. Il doit juste bien procéder, comme l'a dit Bombok et Charles Armel sur le plateau. Serge Kebo depuis Yaoundé. Oui, bien sûr. C'est vrai que lorsqu'on regarde bien les choses au fond, vous avez des femmes qui croient que ces autres femmes-là, qui acceptent de faire le pied de grue, de faire même greffe pour avoir un homme marié, ces femmes sont désespérées et qu'elles ont tout perdu dans la vie. Non, au contraire, ces femmes-là, généralement, ont le choix. Elles ont le choix. Généralement, oui. Ces femmes-là ont parfois le choix avec des amants qui sont célibataires, mais elles constatent que le gars est célibataire, mais il ne représente pas l'idéal. Elle aille se battre aussi avec son célibataire. Dans deux multinationales, je connais deux filles dans deux multinationales. Deux multinationales qui ont un chiffre d'affaires record de filles bien posées, mais elles ont dit que les histoires des jeunes garçons là et tout, elles ne sont pas dedans. Elles ont fait leur choix. Un homme bien marié pour votre gouvernement et avec qui elles ont tenu rapport, et elles jouent leur rôle de deuxième femme, et elles le jouent comme ça. C'est vous qui pensez qu'elles n'ont pas eu de choix. C'est vous qui pensez. L'heure viendra où vous aurez le choix. L'heure viendra où vous aurez le choix et on s'assera. Désolé pour vous, monsieur Mathieu. Elles n'ont pas eu de choix. Vraiment. Elles ont eu plusieurs prétendants et n'ont pas fait le choix parce qu'elles ne voulaient pas le laisser. C'est les gens de femmes qui crient. Vraiment, non, il a fait un travail, il passe son standing. Vraiment, est-ce qu'il peut payer mon appartement? Est-ce qu'il peut mettre le cadeau dans ma voiture? Ce sont les femmes qui crient. Donc elle arrive au désespoir, elle prend le reste. La plus jeune, s'il vous plaît, la plus jeune, elle a 27 ans. La plus jeune, elle a 27 ans. Et elle est prête à entrer comme deuxième femme. Parce qu'elle veut le reste. Pas tout le monde en même temps, je vous en prie. Elle n'a pas le choix. Pas tout le monde en même temps. Karine Santia, pas tout le monde en même temps. On ne vous écoute pas. Donc ce que vous avez dit, personne n'a écouté. On va lire, on va pour l'histoire du jour, on dit un homme bon n'est pas facile à trouver, il faut le voler à une femme qui n'apprécie pas ce qu'elle a. L'histoire ne dit pas s'il a des enfants avec sa première femme, mais cette dernière a mal réagi à l'annonce de l'enfant de Marianne. Autre chose, qu'est-ce qui pousse le monsieur à dire mon sang ne se balade pas dehors? Pourquoi est-ce qu'il tient à sa fille et à Marianne? Si je dénote une réaction de sa véritable femme incompréhensive, quand bien non avisé de cette relation, je dis à Marianne, tu es une Chizambengue, tâche de respecter sa femme si tu aimes cet homme et il te donnera la valeur, car il y a un enfant au milieu de vous qui vous unit et elle n'est en aucun cas négligeable. Steven Dawson qui écrit. Cette fille s'est faite embobiner par ce monsieur qui est très mesquin. J'ai juste très peur de son avenir ainsi que celui de sa fille avec ce dernier. Les filles réfléchissaient souvent bien. Il n'y a pas de rapport sexuel précoce ou précipité. C'est même ça qui définit les vraies intentions d'un homme. Passy de Francis qui a écrit. D'accord. Voilà, on va s'arrêter là. Il y a un monsieur qui nous a écrit hier, Karine, pour se plaindre de ce que vous ne lisiez jamais ses messages. Il dit qu'il écrit depuis tellement de mois. Mais il est surpris. Mais il y a un message que j'aimerais bien partager avec vous. Jamais ses messages. Il s'est plaint. Il était vraiment fâché. Hein. J'ai dû le calmer. Avec toute la maestria. Non, nous ne faisons pas des tris de messages. Voilà, et il dit que malheureusement, ça a commencé quand vous avez commencé à lire les messages.
Ce qui était super. Non, mais ça dépend aussi. Non, puisque, il dit qu'avant, ce message était très très bien. Non, mais Le s'il surnom écrit. qu'elle cherche, Mais si, alors, la allez. différence, c'est quoi? C'est qu'on ne lit pas le message par numéro de téléphone. Oui. C'est des publications sur la page Facebook. S'il écrit en inbox, ce ne sera pas évident. Donc. D'accord, très Alors, bien. j'aimerais lire un message pour les téléspectateurs. Ce sera le dernier message, Oui, oui. ça, c'est le message de Kamenou Fenou qui nous a écrit ce message spécialement depuis 3 heures de temps quand même. Il dit que le serpent a mordu le doigt de son neveu qui a 10 ans et réside en Gaoundéré avec sa mère et son père à Douala. Conduit dans un centre de santé dépourvu de sérum antiveineux. Le garrot lui a été fait avant qu'on ne le conduise à l'hôpital central de Gaoundéré là-bas. On a refusé de prendre soin de l'enfant tant qu'il n'y a pas 21 000. Malgré les supplications et les larmes de la mère qui attendait un OM du père de l'enfant, rien n'a été fait. Dépitée, la mère a urgemment conduit au centre de police où 43 000 ont été exigés avant toute prise en charge. Puisque le père transporteur n'avait pas encore envoyé l'argent, la mère n'avait d'autre choix que de faire usage de la pierre noire pour neutraliser le venin. Ainsi va le Cameroun, qu'on dit bien se porter. Il faut profiter aussi de l'occasion parce qu'on avait les traditionalistes. Quand vous faites mort, il y a ce genre de situation. Vous enlevez le cérumen, là, monsieur Rifopoussi. Vous enlevez rapidement le cérumen de l'oreille. Vous le mettez, vous l'appliquez sur la morsure, l'endroit de la morsure. Rapidement, vous nettoyez les oreilles, vous enlevez. Il y aura le jeu des ions positifs, négatifs. Vous enlevez, vous positionnez. Ça va en attendant d'arriver à l'hôpital après le garrot. Et ça marche? Ça marche, monsieur Rifopoussi. D'accord, parce que j'ai reçu, ce message. Ça marche. Également dans mon inbox. Et je me suis dit, bon voilà, Mais peut-être il faut que c'est profiter, d'accord. vous êtes Ok, d'accord. traditionnaliste. On s'arrête là pour les messages. Le temps pour nous de prendre avec vous... non, avant de prendre avec vous, j'aimerais quand même faire un petit commentaire. Dominique Audric, pour 21 000, Pour 21 000. on refuse de prendre en charge un enfant qui est en train de Morsure de mourir. serpent. Morsure de serpent. Et à la police, vous on dit voyez, 43 000. Oui. La semaine dernière, ici, on a parlé des médecins. J'ai eu quelqu'un dans mon inbox qui m'a fait tout un procès en estimant que moi, j'ai dit que j'userais de violence si jamais j'arrivais à l'hôpital et qu'on négligeait ma personne qui mourrait entre mes mains. Voilà dans un autre cas. Comment la mère de cet enfant doit se comporter si le venin arrive, comme on dit, au cœur de son enfant et qu'il meurt. Pour 21 000, vous soignez d'abord l'enfant et vous le confisquez. D'accord. Il faudrait que le ministre qui ne donne plus les 3 mois là, parce que les 3 mois là, vraiment, moi je trouve que c'est trop facile. D'accord. Trop facile. Ok, il fallait quand même faire ce petit commentaire. On va, Karine, rentrer dans la revue des réseaux sociaux. Oui. On commence par ce premier sujet, Cannes 2021. Les avis s'entrechoquent sur la toile. Une vidéo qui montrait Constant Omari, le 2e vice-président de la Confédération africaine de football, répondant à J. Rémy Ngono sur ses allégations concernant les capacités du Cameroun à organiser ou encore à abriter une Coupe d'Afrique des Nations. Constant Omari a plaidé la cause du patriotisme et a soutenu qu'il sort du Cameroun et qu'il a vu les stades, les pelouses qui sont au standing des stades de Coupe du Monde. Et la toile s'est levée par rapport à cela pour dire que eux, les Camerounais qui vivent au Cameroun, disent qu'ils sont sur le terrain et ne voient pas beaucoup de choses bouger, pendant que d'un côté, il y en a qui soutiennent que le Cameroun doit abriter la CAN et que les Camerounais doivent défendre leur pays, être des patriotes. Alors, ce qui est regrettable dans cette affaire, c'est la campagne qui a été menée contre J. Rémy Ngono. C'est quand même assez hallucinant ce qui s'est passé. On a même vu des images, je ne sais pas si c'est des photos montage, où les gens parlaient de Njangsang, de décapage de peau, pour salir son image. Donc voilà le Cameroun dans lequel nous sommes, où le débat contradictoire, ou sur les idées, les gens préfèrent nous embrouiller, nous éloigner et nous distraire avec des éléments, on va dire, périphériques. Alors que sur le fond de ce qu'il a dit, d'ailleurs, c'est quand même intéressant parce que la séquence de la vidéo qui a été montrée au départ était une séquence vidéo pas complète du tout. On s'est borné à n'écouter que la réaction de Constant Omari, alors que par la suite, donc, J. Rémy Ngono a réagi et dans ce qu'il a dit, il a parlé de voies d'accès au stade. Et la réponse de Constant Omari a été sur la pelouse.
Il a dit, certes, les pelouses sont au standard de la Coupe du Monde, nous sommes d'accord, mais comment on accède au stade? C'est ça la question de fond. Et vous avez vu des gens monter sur J.P. Rumingono pour questionner son patriotisme, comme si dans ce pays, pour être patriote, il faut forcément chanter jour et nuit que le Cameroun est beau, jeune, tout ce qu'il y a à faire. Donc, à un moment donné, dans ce pays, Boro Bengan, on doit devoir sérénement discuter des choses de fond et accepter que les gens aient des avis contraires sur comment le Cameroun se porte. D'abord, sur le point du patriotisme, je voudrais dire deux petites choses. La première, c'est que si vous aimez le Cameroun, il faut être critique vers ce qui se passe. Si vous n'êtes pas critique, vous n'aimez pas votre pays. Parce que rien de bon ne se fait là, depuis qu'on est là, rien. C'est-à-dire, regardez même avec des loupes, je ne sais pas moi, des microscopes électroniques, il n'y a rien de bon. Vous critiquez. La France critique. 6 mois après, on vous a dit il y a un génome qui est arrivé, chef de l'État en France. 6 mois après, la France est descendue. C'est comme ça qu'on appelle patriotisme. On a dit Macron démission. Macron démissionne. Jusqu'aujourd'hui, la France, les Français sont dans la rue. À Nantes, c'est comme ça qu'on aime son pays. D'ailleurs, à Nantes, tout récemment, il était dans un théâtre. Il a fallu qu'on l'exfiltre. Parce que des groupes de Français étaient venus lui faire la peau dans ce théâtre-là, parce que le journaliste avait alerté qu'il était avec son épouse dans ce théâtre à Nantes. Donc il a fallu que la police vienne intervenir de manière manu militari pour l'exfiltrer. Emmanuel Macron, le président de la 6e puissance mondiale. Voilà, très jeune. Mais aux États-Unis, on engage déjà des procédures d'impeachment contre leur chef d'État. C'est comme pour ça destituer Trump. Comme ça. On n'aime pas un pays. Lorsque le chef de l'État veut aller prendre un avion, on ferme tout. On demande aux citoyens de ne pas passer. Ce n'est pas comme ça qu'on aime le pays. Deuxième chose, quand on parle de patrie, la patrie c'est quoi? C'est un territoire, un peuple et un gouvernement. Est-ce que ceux qui sont donc patriotes essaient de voir dans quelle mesure les citoyens se reconnaissent dans les institutions qui incarnent leur avenir? Il n'en a pas. Bon, pour le cas de la CAN, attendons, quand on est vraiment sérieux, la CAF vient de nous enlever 6 mois d'organisation. On a réduit de 6 mois les degrés d'organisation. Et nous savons à quel niveau était le niveau de développement des infrastructures dans notre pays. Et on doit s'en réjouir? Non. Les dirigeants de la CAF ont fait une déclaration politique. Et là, moi, je partage les avis, les inquiétudes de J.P. Rumingono. Ils ont fait une déclaration politique de la même manière que le président lui-même en avait fait le 2 octobre à Yaoundé, le président Ahmad. Pourquoi c'est maintenant que les mêmes dirigeants de la CAF, à la veille des élections, qui viennent faire une délégation, ils viennent aider le RDPC en campagne électorale, comme ça a été le cas le 2 octobre 2018? Parce qu'en réalité, la CAF aurait pu prendre, le comité exécutif de la CAF aurait pu prendre sa décision le 28 septembre 2018 à Sharm el-Sheikh. Et Samuel Eto'o s'est interposé en leur disant non, vraiment, il faut Ahmad est venu ici par jet privé pour annoncer. Ceux-ci sont venus. Ils ne font pas partie de la commission de la CAF qui doit regarder les infrastructures. C'est Anthony Bafou qui est le président de cette commission. Pourquoi on n'a pas laissé la commission, comme la commission travaillait toujours, ils viennent? C'est une décision politique qu'ils sont venus prendre. On sait bien qu'ils ont pris l'engagement avec le premier Camerounais, comme on dit. Je ne sais même pas celui qui a demandé qu'on doit administrer les dossards aux citoyens d'un pays. Oui. Donc, on parlait de premier des Camerounais. Donc, on vient avec le chef de l'État prendre des engagements politiques. Ce n'est pas le comité exécutif de la CAF qui était là. Donc, ils ne veulent pas influencer, ils sont venus aider le chef de l'État dans sa campagne électorale. D'accord. Pour que ça arrive là. Justement, les mêmes inquiétudes demeurent. Et j'ajoute pour terminer, Maître Sop vient de mourir. Il a fait un accident à Bafoussam. On n'a pas pu le prendre en charge à Bafoussam. Vous avez donc un plateau technique qui veut dire que si les joueurs, vous savez, voilà, ont une fracture à Bafoussam, on va l'amener à Yaoundé ou on va le soigner à Bafoussam. Nous soyons sérieux. D'abord à Yaoundé, Maître Sop vient de nous montrer que le plateau technique n'est pas approprié. Ça veut dire que tous les joueurs qui auront des fractures, et là, alors, ce sera le fémur, ce ne sera pas l'avant-bras. Voilà, généralement fémur. Et le tibia, ils vont donc arriver comment à Yaoundé? Très bien. Et voilà. D'accord. Toute la question. Alors, Charles Abel, ce matin, nous avions J.P. Rumingono dans la matinale radio
de la première radio du Cameroun, Equinox Radio. Et J. Remingono nous confiait justement les coulisses de cette émission-là sur la radio France Internationale. Il disait que après l'émission, Constant Omari, qui faisait tant d'éloges du Cameroun, lui a dit que ils avaient déjà un plan B si jamais le stade Olembe n'est pas prêt. Ils pourraient jouer la finale de la CAN 2021 plutôt à Douala qu'à Yaoundé si jamais le stade d'Olembe n'est pas prêt. Bon, on sait que le stade d'Olembe, comme il est là, il piétine. Donc, on voit très bien que il dit une chose en off, mais à l'antenne, il vient dire que non, le Cameroun est prêt à 95%, il n'y a pas de souci. Voilà. Monsieur Eric Fopoussi, il faut voir les 7 jours qui précédaient l'arrivée d'Ahmad Ahmad et son équipe au Cameroun. Toute la toile vibrait au rythme d'un seul langage qui vous renvoyait, si vous saviez lire entre les lignes, que c'était une action purement politique qui devait se jouer en ce moment et en ces lieux. Beaucoup sont allés comme dans le sens de bon, mais pourquoi est-ce qu'ils attendent toujours la veille des élections pour arriver dans le pays, pour venir consulter? Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Qu'on aura la CAN ou qu'on n'aura pas la CAN. Premier mot d'Ahmad, je ne suis pas venu dire s'il y aura la CAN ou s'il n'y aura pas la CAN. On n'est pas venu enlever la CAN. Nous sommes juste venus nous renseigner, voir l'État, faire l'état des lieux. Est-ce que c'est à eux de venir faire l'état des lieux? Autant de points d'interrogation qui ont eu encore à entourer cela. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire comme Simagré, comme descendre, comme tout. Et puis il y a eu cette fameuse sortie, M. Fopoussi. Il y a la réalité. La réalité sur le terrain, c'est le gros ouvrage. Ce qu'on présente, c'est le gros ouvrage, M. Eric Fopoussi. On présente le gros ouvrage, c'est fini, c'est l'un des plus beaux. On se tarde à le dire sur le plateau. Oui, on apprécie. Mais ce qu'on oublie, c'est que les bruits du couloir des personnes qui sont les mieux placées dans ces lieux ne manquent pas autour d'un pot. Dans un bistrot, c'est le premier à dire que non, ne voyez pas ce qui est posé là. On a juste posé ça pour faire ci, pour faire ça. C'est des bruits du couloir. Et ces bruits du couloir ont des longs. Lorsque il décide de J. Remingono de tenir ces différents propos, je pense quand même qu'un journaliste qu'il est, il a pris la peine de faire lui aussi son recoupement en termes d'information pour donner. On a vu en termes d'infrastructure, moi Bogla dit, je ne reviendrai pas sur la question des infrastructures. Omar Bari est tombé sur lui, monsieur Eric Fopoussi, comme s'il savait, comme s'il avait préparé cette joute, monsieur Eric Fopoussi. Il est sorti. Il a reprimandé en disant que cette façon de voir, vraiment je suis désolé, mais la réalité... qui avance. Voilà. Regardez le ton avec lequel il a pris. Il a commencé à dire que je ne le connais pas, je connaissais la voix. Rappelez-vous, ça fait rire tout le monde, c'était la voix que je connaissais lui-même, je ne le connais pas. Vous voyez, c'est dépréciant, il a voulu déprécier l'individu. Ça, c'est une stratégie des personnes qui mangent bien, monsieur Eric Fopoussi. C'est des stratégies des gens qui mangent bien, qui sont suffisamment bien infiltrés, des gens qui sont dans des lobbying très compliqués. Lorsqu'ils arrivent, ils vous jouent toujours cette carte, histoire de vous casser. Le constat est clair. Mais pire, c'est la façon avec laquelle les Camerounais s'y prennent. Votre inbox, monsieur Eric Fopoussi, est le mien. La preuve même, je me suis battu à désactiver cette affaire de Facebook parce que ça n'apporte rien, monsieur Eric Fopoussi. Vous avez des gens qui arrivent dans votre inbox, vous bavardez trop, vous êtes des bavards de l'eau, ça ne changera jamais. Mais voilà des gens qui souffrent, voilà des gens qui triment, voilà des gens qui ont des difficultés, qui ont les mêmes problèmes que vous et moi, que ceux du Sud, du Centre, du Nord, mais qui réussissent quand même à vous donner la leçon parce qu'ils sont experts de Facebook. Ils sont spécialistes de Facebook, les sociologues, les politologues de Facebook. Des cabinets noirs tapis dans l'ombre pour déprécier ne serait-ce que le fait. Vous ne pouvez pas aimer un pays sans critiquer. Un pays où on ne critique pas n'avance pas. C'est la critique qui fait... D'ailleurs, on dit du point du champ des idées jaillira la vérité, c'est la lumière. Monsieur, il faut que vous êtes suffisamment avancé avec ces choses pour savoir qu'il faudrait... Or, nous n'évoluons pas au Cameroun dans la contradiction. Oui. Lorsqu'on dit ça ne va pas à tel niveau, on dit ah, ils sont encore là, les rabâcheurs, les détracteurs, ceux qui s'associent avec les ennemis pour lutter contre le Cameroun. Vous êtes patriote lorsque vous aimez un camp. Si vous n'aimez pas ce camp, vous n'êtes pas patriote, monsieur. En France, les retraités disent vous n'en devez même pas un héros. Dans notre... Ici, on envoie les gens à la retraite, on ne les paye pas les pensions retraite et on les gaze.
on envoie les Mamouata des policiers. Et c'est comme ça qu'il faut être patriote. Oui. Bon, quand même, je voulais quand même faire une précision. Hein. C'est important parce que c'est quelque chose que les Camerounais, en réalité, évidemment, n'ont pas beaucoup expérimenté. Et j'aimerais quand même demander aux Camerounais de ne pas regarder les chaînes comme France 24 ou les chaînes comme RFI pour avoir une idée de la France. Parce qu'en réalité, je pense qu'eux, ils se disent que ce qui est dit à RFI ou ce qui est France, c'est ça la France. Voilà. Allez écouter Europe 1 ou RTL. C'est là-bas que vous comprendrez comment les Français, l'idée que les Français ont de leur pays. Tout à fait. Parce qu'on dit non, ailleurs, ils montrent le bon visage de leur pays. Non, ça c'est les chaînes internationales qui ont un rôle pour ça. RFI et France 24 dépendent du Quai d'Orsay, voilà. Donc du ministère des Affaires étrangères. Quand vous écoutez RTL, mais les Français sont violents avec leur pays. Il y a une séquence là à 13h où on reçoit les appels des auditeurs à 13h sur RTL. Mais quand vous écoutez ce que le français lambda dit d'Emmanuel Macron, les gens, il y a même une femme qui a écrit à Emmanuel Macron pour dire que Monsieur le Président, permettez-moi de vous engueuler parce que vous êtes sans sensibilité, sans cœur, sans considération, elle a cité un chapelet de sans sensibilité que Emmanuel Macron. Je me suis dit, mais attends, c'est dans un pays comme la France qu'on parle ainsi du président. Et vous ne verrez nulle part on parle d'excellence. Voilà. Excellence n'existe pas chez donc attention, rappelons clairement que dans un pays, pour qu'un pays marche, il y a les comptes pouvoirs. Et c'est important que Bengan le rappelle, parce qu'actuellement, Donald Trump, qui est le président de la première puissance mondiale, aujourd'hui, est devant le Sénat parce qu'on est en train de le juger, il pourrait être destitué de la présidence des États-Unis, alors qu'il est président de la plus grande puissance du monde entier. Mais lui, dans son pays, on le considère comme un homme comme tous les autres, comme un justiciable, comme tout le monde. Absolument. Quand il y a un soupçon qui est contre lui, on l'écoute, on l'entend et il s'explique sur ce qu'il a fait, il se justifie. Donc arrêtons dans ce pays de penser que pour être patriote, il faut forcément chanter les louanges d'un gouvernement. Non, on peut être patriote parce qu'on veut que son pays ait des standards. Est-ce que vous imaginez que j'apprends d'ailleurs, et c'est dans la lecture, j'apprends que le Cameroun n'a pas la machine qui permet de relancer le corps quand il s'arrête. Lorsque un corps s'arrête, le Cameroun n'a pas le dispositif qui permet non, c'est pas le défibrillateur. Il y a un appareil là, il y a 7 pays dans le monde qui n'ont pas cette machine. Elle coûte 500 000 €. Cette machine, le Cameroun est parmi les 7 pays, les 7 rares pays au monde qui n'ont pas cet appareil, qui coûte 500 000 €. Donc, il faut quand même qu'on se pose des questions sur ce que nous voulons pour ce pays. Quand on voit les pays comme d'autres pays, on se pose la question. Et sur cette affaire de la CAN 2021, beaucoup pensent que c'est en disant que non, le Cameroun va organiser une belle CAN, que le Cameroun aura une belle CAN. Non, c'est pas... Ça ne marche pas comme ça. C'est pas une affaire où on fait la méthode Coué. C'est pas la méthode Coué. Dans mon inbox, en Angola, lorsqu'on avait organisé la coupe en Angola, on avait même tiré. Et en plus de cela, les stades n'étaient pas prêts. Les stades n'étaient pas prêts. Je leur ai dit, le cas de l'Angola et du Cameroun, c'est 2 extrémités. Nous savons eu combien de temps, monsieur Eric Fopoussi. Combien de temps pour préparer ça? Même si on vous donne encore 6 ans, ça ne sera pas prêt. Il dit 6 ans. Mais M. Fopoussi, est-ce que vous oubliez que depuis exactement 2011, il y a eu plusieurs plans au Cameroun qui n'ont jamais eu de rapport. On ne nous a jamais dit ce qu'il en est. Même du plan des 13 milliards qu'on a demandé pour le plan spécial d'urgence, on ne sait pas ce que ça a donné. Jusqu'au jour, on ne nous a pas donné le rapport. Il y a eu même le plan national de développement des infrastructures sportives. Je pense que c'était lancé par Augustin. Le plan spécial jeune, en 2015. Non, le PENDIS, il y avait le plan national de développement des infrastructures sportives avec Augustin Nzoa. Voilà. Non, on travaille encore dessus. Ok. Dominique Audrey, sur cette séquence, on va dire très chaude. Hein. Oui, super chaude. Hein. Très chaude, oui. Avec Jippo. Et il y a une phrase qui m'a marqué. Il a dit que le Cameroun est un pays démocratique, pas patriotique et pas démocratie. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Si on estime qu'être patriote, c'est dire que on a je sais même pas parce que j'essaie de chercher même dans ma tête, je ne vois même pas ce qu'ils font de patriotique, sauf si ne pas payer les gens c'est patriotique, s'asseoir sur l'argent des gens c'est patriotique, sauf si vous allez me dire que les docteurs Piaget entrent en grève, on ne les paye pas, on dit rentrer à la maison sinon on va vous fouetter, c'est ça qui est patriotique. Oui, c'est ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vont se lever et dire qu'il fait le Njansang. Et puis quoi? Bon, il fait le Njansang, c'est son corps, non? Est-ce que ça vous engage? C'est ce qu'il dit qui doit vous gêner.
Il n'est jamais venu vous demander de l'argent pour acheter son huile, vraiment. Que les gens arrêtent avec les... Non, je suis sérieuse. Elle est unique en son genre. Oui, Hein? que les gens... parce que c'est pas important, ça c'est périphérique. Et comment on sait bien noyer, on dit noyer le poisson, non? Oui. Ils savent noyer. Maintenant, on vous dit que, il vit en France, qui vous a dit que quelqu'un qui fait le genre sang est objectif. C'est comme ça. Mais c'est nous qui l'avons chassé ici. On va détourner le sujet. Et il est parti pourquoi? On l'a l'a chassé. souhaité au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il avait la capacité, le courage de dire ce que les gens ne veulent pas qu'on sache. D'ailleurs, c'est ça. C'est clair. On va s'arrêter là pour ce sujet. Juste dire que c'est très dangereux dans ce pays d'avoir des pensées comme certains de nos compatriotes ont. Il y a beaucoup d'intolérance et beaucoup refusent d'accepter que, évidemment, il y ait La seule chose à faire, une pensée contradictoire. je vous le dis, lorsque vous avez des amis qui sur votre mur disent des choses dans ce sens qui vous rabaissent, bloquez-les tranquillement et continuez votre vie. Non, Mieux mais- vaudrait ne pas avoir d'amis et Bien sûr. avoir les purs, la crème en termes d'amitié, que d'avoir des personnes qui viennent sur votre mur faire des commentaires Avec les dans faits ce qu'on- sens. Non, mais c'est avec non, mais les c'est des faux faux profils mais- en réalité. Non, monsieur Eric C'est des Fofoussi, faux profils. vous bloquez C'est d'abord. faux D'accord. Bloquez la suite, c'est après. On va, Karine, poursuivre cette revue avec le dernier sujet. Oui, on parle de l'Ordre national des avocats du Cameroun qui porte plainte contre X et réclame une autopsie sur la dépouille de maître Sylvain Soie. Voilà, avec le bâtonnier Charles Tchakounté Patié. Alors, bon, Bengan, ça rajoute à toutes les corporations qui ont déjà engagé quelque chose dans ce sens, avec l'Ordre des avocats du Cameroun qui se mettent également dans la danse. Oui, absolument. Même moi, j'ai peur. Est-ce que ce que demande l'Ordre, bon, J'ai peur. l'autopsie? D'abord, comment on risque de brouiller l'enquête? Mais est-ce que les avocats vont jouer le jeu? Les médecins, je suis sûr qu'ils vont jouer le jeu. Je suis sûr à 75%. Maintenant, les avocats vont-ils aussi jouer le jeu? J'en doute. Mais pourquoi j'ai très peur? Il a porté plainte auprès du procureur général près de la cour d'appel, M. Ntamafis, qui était là à la mort de Monseigneur Bala. Je sais ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait autour. Est-ce que cette fois-ci, le magistrat va laisser faire l'affaire? Je n'en sais rien. Est-ce que les médecins légistes de l'État vont vraiment être professionnels? J'en doute. Maintenant, les médecins légistes privés vont accepter que leurs confrères bon, je n'en sais rien, mais vraiment, mais c'est déjà bien ce que l'ordre des avocats a fait. D'accord. Alors, Charles Hamel, sur ce que l'Ordre fait, comment on peut interpréter cette initiative de l'Ordre des avocats du Cameroun? Alors, il faut dire que c'est le deuxième cas, après que toute la collégialité de l'Église catholique se soit levée pour le cas de Monseigneur Benoît Bala. Oui. Je crois que c'est le deuxième cas. Il faut multiplier des cas comme cela, M. Eric, il faut aussi multiplier véritablement des cas comme cela pour exiger. Mais c'est facile d'exiger, c'est facile de réclamer, mais auront-ils la possibilité d'avoir accès aux véritables résultats? Là encore sera la question. Parce qu'on se rappelle qu'il y a eu un ping-pong entre les déclarations de nos amis venus d'Allemagne, les spécialistes et les juifs venus d'Allemagne, et nos experts sur le terrain. Il y a eu des conflits. Et l'Église elle-même qui attestait d'une chose et les autres qui disaient de l'autre chose. Les uns disaient que c'était la noyade, parce qu'on a retrouvé les autres qui disaient que non, c'était pas la noyade. Justement, l'ordre des médecins avait refusé de parler. Oui, c'est ça que j'aime bien. Cela vous dit que ça a créé un ping-pong. Est-ce que dans cette situation... L'ordre a refusé de parler. L'ordre nous a seulement dit que Koumateke était mort 3 mois avant d'arriver à la question. On a vu, dans un cas, M. Eric Fopoussi, on vous aurait livré jusqu'au nom. Vous rappelez-vous, les moindres cas qu'il y a, on envoie même les fiches en disant que le militaire qui a tapé sur la femme là, son nom c'est tel. On ressort le nom de la personne jusqu'à sa photo. Jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas vu le nom de l'anesthésiste. On n'a même pas fait cas de l'équipe qui devait prendre en charge. Je veux bien que vous vous rendez compte à ce niveau. Je ne suis même plus sûr qu'il est encore au ministère, qu'il est encore au niveau du Curie, M. Eric Fopoussi. Je pense que, ou encore quand même, qu'on l'a exfiltré. Donc, vous voyez, il y a tout ça qui nous amène à croire qu'à un moment donné, comme l'a dit Bombok, on émet des doutes sur véritablement les résultats. Okay. Mais c'est déjà bien. Moi, j'encourage. Je suis très content qu'ils aient engagé cela.
vivement, et cela nous permet de regretter le ministre Issa Tiroma. S'il avait été à la communication, je suis sûr qu'il aurait déjà eu au moins 4 points de presse pour pouvoir nous faire... ça fait rire, mais vraiment, on le regrette. Il y a un autre ministre qui se charge de ça. Non, lui ne parle pas beaucoup. Non, il ne parle pas beaucoup. Si ça avait été le ministre... C'est lui qui se charge de donner les Lui, le ministre de la informations. Justice. Si on avait eu le ministre Issa Tiroma, je suis sûr quand même qu'on aurait eu des bribes d'informations. Peut-être même on aurait déjà fait... Au prochain remaniement, le ministre Momo peut venir à la communication. Prière de l'envoyer là-bas. C'est très tendancieux ça. Hein. C'est très tendancieux ça. Hein, parce que... Qui se substitue à ça? Non, mais non, pas forcément. Je veux dire que à un moment donné, sur un sujet aussi sérieux, on peut penser que pour l'instant, le ministre de la Communication actuel, qui est un homme pondéré, hein, René, non, c'est un diplomate. C'est un diplomate qui ne peut pas prendre la parole pour dire n'importe quoi. C'est vrai. Donc, il est en train de prendre les éléments qui vont lui permettre de faire un point. Parce que on ne parle pas pour parler. On ne parle pas pour parler. On parle lorsqu'on a des éléments concrets à faire valoir. Pour l'instant, aucune... Et d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié l'attitude du professeur Jean Baïbec l'autre jour sur le plateau. Malgré qu'il soit un chirurgien, il vous dit, moi, je n'ai pas encore des éléments qui me permettent de me prononcer de manière efficace sur un tel dossier. Donc, il y a quand même une prudence qu'on doit avoir lorsqu'on est face à un tel dossier, et c'est un dossier quand même qui est très sensible. Imaginez d'ailleurs, même Maître Emmanuel Pensi, qui est du RDPC et qui est dans la majorité présidentielle avec Maître Momo, lui-même il a dit que Maître Momo a parlé un peu trop rapidement, sans avoir évidemment les éléments de langage qu'il faut avoir. Il y a quand même la communication de crise. Maître Pensi a parlé d'un crime. Maître Pensi. Oui, il a fait une publication, il a parlé d'un crime. Et Maître Momo l'a repris en disant de quel crime s'agit-il. Oui. Attention, c'est sur Facebook, c'est encore là, monsieur Rifopoussi. D'accord, vous insistez. On a bien compris, Charles Lamel. Merci à vous, hein, Karine, pour cette revue des réseaux sociaux. On va basculer au plateau B avec Constille Lamine qui nous amène ce matin dans une vente au magasin 1000 et un tapis. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les clients du concept Salaka, ces clients qui sont encore très heureux d'accueillir ce matin le magasin 1001 tapis dans le cadre de la vente des articles tels que des tissus d'ameublement, des tapis de prière, des robots mixeurs, des laptops. Et parlant bien sûr des laptops, je rappelle qu'il y a plusieurs modèles de laptops du côté bien sûr du magasin 1001 tapis et on ne peut pas présenter tous ces laptops. Donc ceux qui ont besoin d'un laptop, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, venez au magasin 1001 tapis. C'est en face du palais d'Ika à l'entrée de la rue Mermoz. Et en ce moment, il y a une grande promotion de ce côté-là. Nous allons tout de suite commencer la vente de ce matin, chers téléspectateurs, par un nouveau produit qui est donc de retour au magasin 1001 tapis. Ce sont les tissus d'ameublement, bien entendu à partir de 1000 francs le mètre linéaire. Donc ceux qui ont besoin d'embellir les meubles à la maison, ceux qui ont besoin bien sûr de changer leurs meubles à la maison, c'est l'occasion d'attirer bien sûr l'attention de tous les techniciens, de tous les menuisiers, de tous les tapissiers, de tous ceux-là qui font dans la décoration qu'il y a des tissus d'ameublement de qualité supérieure, des tissus d'ameublement neufs avec garantie à partir de 1000 francs le mètre linéaire du côté du magasin 1001 tapis. Le stock, il est très très limité. À côté bien sûr des tissus d'ameublement de qualité, il y a également des robots mixeurs 2 balles. Vos robots mixeurs sont toujours en vente au magasin 1001 tapis. La grande caravane continue, la grande promotion continue. C'est des robots mixeurs neufs dans le carton avec garantie. Vous les avez à 12 000 francs. Un robot mixeur de qualité. Il a 2 balles, un bol à sec et un bol pour les condiments frais. Je rappelle que ce robot mixeur vous permet d'écraser en quelques secondes les arachides, que ce soit les arachides grillés, les arachides bouillis, les arachides mouillés. Vous les avez à 12 000, un robot mixeur. À présent, les fers à vapeur. Oui, les mamans qui ont besoin d'assurer la beauté, l'élégance des couches des enfants, l'élégance des vêtements de monsieur, c'est donc l'occasion plus que jamais d'acheter un fer à vapeur neuf, un fer à vapeur jamais utilisé. Vous l'avez à 7 500 francs au lieu de 9 000. On est également
des ordinateurs complets corps de Dio. C'est toujours au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. Ordinateur complet corps de Dio à 45 000. Il est complet avec 2 Go de RAM, 80 Go de disque dur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. C'est un ordinateur de qualité, tout installé à l'intérieur, prêt à utiliser. Vous l'avez à 45 000. On a également des clés USB capable de garder les documents de tout un village. Regardez bien sûr la présentation physique. C'est une clé USB neuve avec un système de sécurité intégré. Vous l'avez à 8500 francs. Une clé USB de 32 gigas. Je n'ai pas dit 2 gigas. Je n'ai pas dit oui. J'ai dit 32 gigas. Elle est neuve. Elle est de garantie. Elle est nyanga. Elle est stylée. Elle est solide. Vous l'avez à 8500 francs. Nous restons toujours dans les robots mixeurs cette fois-ci pour parler d'un grand robot mixeur avec la particularité d'avoir un filtre qui vous permet de filtrer ou alors de tamiser vos fruits. Oui, un robot mixeur de qualité à 17 000 francs. Il est neuf dans le carton. Et je rappelle qu'à Salaka, on ne dépanne pas, mais on remplace. Nous restons toujours dans les ordinateurs cette fois-ci pour parler d'un laptop corps de Dio. Oui, regardez bien sûr les caractéristiques. Lisez-les attentivement. Regardez bien sûr le prix de la double réduction. C'est 75 000. Je rappelle que le stock, il est très très limité. Il a le Wi-Fi, le graveur DVD, 1.8 de processeur, 160 Go de disque dur, 2 Go de RAM à 75 000. À l'instant, j'attire l'attention de tous ceux-là qui ont besoin de sécuriser les appareils, qui ont besoin d'une rallonge. Évitez d'acheter le vrac. Évitez d'acheter des rallonges qui vont s'exploser à la maison. Il y a de cela quelques jours, quelque part au Cameroun, une maison a pris feu. Cause de cet incendie, mauvaise qualité du rallonge. On a branché les appareils, quelques heures après, la rallonge s'est fondue et ça a pris feu. Oui, 6 000 francs, une rallonge d'origine. Quel que soit l'endroit où vous êtes appelé, vous serez livré grâce au concept Salaka. Nous restons toujours dans la qualité et cette fois-ci pour parler d'un élément qui vous permet de scanner, qui vous permet d'imprimer, qui vous permet de photocopier vos documents, c'est une imprimante. Oui, vous avez le choix entre la marque Canon et la marque HP. Pour quel prix? 33 000 francs. Une imprimante neuve avec les cartouches de rechange à l'intérieur et un CD d'installation à 33 000. Laptop Core i5. Regardez bien sûr les caractéristiques. 4 Go de RAM, 2.2 de processeur x5, lecteur et graveur DVD, Wi-Fi à 135 000 francs. Et à ce laptop, il y a également la webcam. Un laptop Core i5 HP à 135 000. Les ingénieurs, les topographes, oui, c'est la qualité chez nous. Nous restons toujours en face du Palais d'Ika, au magasin 1001 tapis, avec les numéros de téléphone, cette fois-ci pour parler d'un appareil de musique. Ça a le Bluetooth, ça prend la carte mémoire, la clé USB, ça a la radio Equinox à 28 000 francs avec un son laser, un son numérique, un son qui vous guérit à 28 000. Ce woofer de qualité supérieure au magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Toujours dans la vente de ce matin, on parle bien sûr des bouilloires électriques. Oh là 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 là. L'inox à l'état pur. Des bouilloires électriques de qualité à 6 500 francs. Ce ne sont pas les bouilloires là. Ce sont les bouilloires du concept Salaka à 6 500. Chacun devrait l'avoir à la maison pour bouillir de l'eau et même pour faire le tapioca, l'eau chaude. Une bouilloire à 6 500 francs. Les mères qui viennent d'accoucher, tout le monde doit l'avoir. Regardez bien sûr à l'instant. Qui n'aimerait pas manger les pommes frites? Qui ne veut pas avoir une friteuse à la maison? Salaka vous permet d'avoir une friteuse électrique d'origine américaine à 25 000. Regardez bien sûr cette friteuse. Elle ne consomme pas assez d'énergie. Elle est rapide dans la friture. Elle est de qualité et elle donne un goût particulier à vos frites. Oh là 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 là. 25 000 la friteuse électrique. Nous restons toujours avec les fers à vapeur. Cette fois-ci, vous parlez d'un grand fer à vapeur. Nos amis qui ont les ateliers de couture, les pressines et qui veulent repasser les vêtements, voici le fer à vapeur qu'il vous faut. Un fer à vapeur costaud, un fer à vapeur solide à 12 000 francs.
Le même fer à vapeur, vous le retrouverez ailleurs à plus de 35 000. Mais dans notre magasin, vous l'avez à 12 000. Les couvre-bouteilles sont de retour. 3 couvre-bouteilles à 1500 francs. Le modernisme commence également chez nous. Le modernisme, c'est également au Cameroun avec les couvre-bouteilles à 1500 francs. 3 couvre-bouteilles à 1500 francs. Nous restons toujours dans la décoration, dans la beauté, dans le bien-être avec des lustres à partir de 40 000. Regardez bien sûr l'intérieur du magasin Milen Tapis, des lustres de qualité, des tapis de prière, des grands tapis de décoration, des meubles, des chaises de qualité supérieure. Regardez bien sûr les lustres, admirez bien sûr la beauté. Oh là 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 là, que ça brille! Des lustres à partir de 40 000. Des laptops corps de Dieu, chers téléspectateurs, ça se passe chez nous et nulle part ailleurs, à 75 000. Tous ces articles-là, vous les avez chez nous. Appelez dès à présent, passez vos commandes et venez directement au magasin 1001 Tapis. On a compris. Et à Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Merci beaucoup et bien des choses à vous. Merci, Consti Lamine. Alors, madame, monsieur, tout de suite, prenons interpellation et ensuite commentaire sur le plateau. Oui, et il y a les détournements de fonds publics et la violence en milieu scolaire, oui, qui fasse que notre pays ne peut pas avancer. Alors on aimerait voir tout ça dès que les élections passent, vraiment que le pays puisse changer parce que le pays va mal. Alors, comment analysez-vous les propos de ce compatriote, Mombok? Il y a la naïveté. Il espère qu'après les élections, leur corruption va se finir. C'est pas. Peut-être que les anges du ciel lui ont dit qu'ils vont tenir une réunion pour changer la crise, parce que tout le monde s'est confié à Dieu, que ce soit Massi Gams, détournement de fonds. Mais il a constaté ça, mais il espère qu'après, à l'école. Oui, il espère qu'après les élections, ça va s'arranger. Et pour ça que je lui ai dit qu'il est sûrement dans la lignée de Dieudonné Massi Gams et Noah Abraham Exbé, qui n'arrive pas à faire un fichier électoral adéquat. Il dit qu'il se plie à Dieu. Donc bon, comme vous vous pliez à Dieu, peut-être que les anges vont se réunir d'ici le 9 février. D'accord, espérons. Même moi, je n'espère pas. Le chef de l'État avait lui-même sa première interview à la CTV en février 1985, il n'avait pas de preuves. Il n'a pas de preuves pour la corruption. Donc s'il avait les preuves, il aurait régulé. Donc il n'y a pas de corruption. Attendons. D'accord. Chalamel voulait dire un mot, oui. Oui, je crois, M. Eric Fopoussi, que pour pouvoir détecter ça, c'est pas compliqué. Vous entrez dans la forêt du Sud, vous entrez dans la forêt du Centre, vous allez dans les forêts de l'Est Cameroun, vous allez dans certaines parties de l'Ouest Cameroun, vous commencez à faire l'inventaire. J'enlève les grandes agglomérations, l'inventaire en termes de construction. Vous allez vous rendre compte, M. Eric Fopoussi, qu'il y a de nombreuses personnes qui ont construit des maisons qui avoisinent le milliard de francs CFA. Et je pèse mes mots quand je dis le milliard de francs CFA. Des gens qui ont défriché toute une forêt, qui ont abattu pour pouvoir élever des ranchs à l'intérieur. D'où peut provenir cet argent? Vous avez des gens qui roulent carrosse, vous avez des gens... Seulement l'élévation, c'est très facile. Je crois que nos gens qui travaillent au niveau de l'enseignement sont suffisamment informés de comment l'argent... Il y a l'argent au Cameroun. C'est quoi la traçabilité? Oui, il y a ces gens-là gagnent l'argent, comment? Quel est leur parcours? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et le principe est simple. On ouvre une boîte de nuit, lundi, mardi, ça tourne, on commence à importer les batteries de camions. On crée des petites poches, là, histoire de blanchir. Novembre 2017, l'actuel colonel commandant de la Légion de gendarmerie du littoral a détecté un vaste réseau de fraude à la place portuaire. Les cachets du chef de l'État, ses signatures, beaucoup de choses. Mais on ne fait rien. Alors, lorsqu'un colonel tombe sur un gang de mafra comme ça et on ne fait rien, vous voulez qu'on fasse quoi? D'accord. Depuis 1997, donc 10 ans après que le Cameroun doit entrer au FMI, les services spécialisés de la BEAC vous disent que les particuliers au Cameroun, les particuliers ont plus d'argent que les entreprises.
Et parmi ces particuliers-là, c'est des fonctionnaires. C'est paradoxal. Je ne sais pas. Mais non, mais c'est un paradoxe. Normalement, on devrait avoir, lorsqu'on regarde les richesses du Cameroun, on devrait avoir des entreprises avec des tailles énormissimes. On devrait comparer nos géants avec des géants américains. Lorsqu'on voit la richesse des Camerounais. Ils sont obligés quand on voit la richesse camerounaise, on doit entendre qu'on a des géants comme par exemple Alibaba, comme je sais pas quoi Apple, je sais pas quoi Samsung. Mais sauf que quand on regarde la tête des entreprises camerounaises, les premières personnes sont les entreprises qui appartiennent aux Français, au groupe français. Au Cameroun, c'est absolument inacceptable, c'est inconcevable. On n'arrive même pas à faire une petite banque pour les PME. Voilà. On va sortir en lisant quelques messages, Karine. De 1996 à nos jours, les employés de Amakam n'ont toujours pas touché leurs droits après liquidation. Merci. Ça, c'est terrible, Voilà, Bogart qui a écrit ça. Voilà l'entreprise d'assurance qui assurait tout, qui avait tout comment je vais dire, les élèves du pays, de la maternelle à l'université. Mais on a quand même réussi à dire qu'elle a fait faillite. Voilà, malheureusement. Karine. Un autre message. Les filles célibataires, cherchez pour vous. Ta chose, c'est ta chose. Ça, c'est Ria Ditan qui a écrit ce message. Pour dire quoi? C'est par rapport à l'histoire. On laisse les hommes mariés. Ah d'accord, ok. Ah, ok. C'est le syndicat des femmes mariées qui aimeraient qu'on laisse leurs hommes. Il y a quoi? Oui. La pelouse est standard Coupe du Monde, non? Vous devriez être fiers de votre pays. Ça, c'est Bouba Fefana qui a écrit un autre message. On croit que Yaoundé parle avec un museau car il n'y a non seulement aucune route qui va à l'ouest, mais alors les stades ou le stade, je m'interroge. Ça, c'est Hugues Magnet qui a écrit ce message. Oui, parce que c'est intéressant, hein? Il n'y a pas que les routes. Ça veut dire que même dans l'hypothèse où on prend l'avion, Oui, tout à fait. Même dans l'hypothèse où on prend l'avion. Justement, commencé à dire que lorsque la distance dépasse 180 km, on est obligé de prendre l'avion. D'accord, les officiels, les footballeurs peuvent prendre l'avion. Et maintenant, les spectateurs... Avec 2-3 avions, c'était 2 et demi ou c'est 2 et demi? Bon, 2 avions et 2 et demi. 2 et demi. Peut-être voilà, l'armée de l'air peut nous donner... Et il n'y a pas de train. Il n'y a pas de train. L'armée de l'air peut nous donner les C-130. Les wagons? Non, je veux dire que normalement, on devrait avoir une ligne de train entre Limbe, Douala, Bafoussam et Yaoundé. Au moins le minimum. Oui, absolument. Dans un pays comme le Cameroun, au moins le minimum. Donc vous imaginez quitter de Douala à Yaoundé, il n'y a pas de train. Excusez-moi. Au Mali, que le Cameroun, l'Afrique avance, alors qu'au Cameroun, il n'y a pas de train. Je vais poser une question. Il n'y a pas de voie. Oui. Qu'est-ce que ça change qu'on n'organise même pas cette CAN? Ça Parce que j'en change. suis arrivé à me poser la question. Oui, ça change qu'il y a beaucoup de Camerounais qui vont se suicider. Vous imaginez, hier on parle de suicide, non? Ceux qui ont investi beaucoup d'argent. La banque a donné l'argent aux des gens qui ont investi, des hôtels, d'un certain nombre de choses. Il faut au moins qu'ils remboursent. Absolument. Moi, c'est eux seuls. C'est eux seuls qui me font pitié. C'est eux qui me font Il y a une pitié. dame au marché central qui est elle est tétraplégique, M. Eric Fopoussi, parce que juste après qu'on a renvoyé, elle a fait un choc. Elle avait fait venir presque 40 conteneurs de maillots, t-shirts, vuvuzelas et tout. Oui, parce qu'on a dit qu'on a fait, les banques ont commencé, les coups de fil sont derrière, elle n'a pas résisté. Elle a fait un choc, M. Eric Fopoussi, Voilà. et aujourd'hui elle ne parvient plus à bouger. Voilà, c'est ça aussi, être dans un pays où la météo est toujours, on va dire quoi, aléatoire et pas connue. Et pas connu, parce que je peux vous dire que l'Euro 2024, on sait déjà où ça va se tenir, on sait à quelle date, on sait à quelle heure les matchs vont se tenir. Hein. Attention, c'est un autre niveau là-bas. Alors, on va s'arrêter là pour ce matin, madame, monsieur. Merci infiniment à vous d'avoir été sur Equinox Télévision. C'est la première télévision du Cameroun. On se retrouve demain 10h pour un autre numéro de votre magazine 10 Zénith. Surtout que Dieu bénisse le Cameroun.